Bonjour à tous, super content de retrouver tout YouTube tranquillement. Aujourd'hui, on est avec Déborah. Déborah, je l'ai rencontrée, je la rencontre pour de vrai aujourd'hui, pour la première fois en vidéo. Et avant ça, j'ai rencontré via son contenu, parce qu'en fait, sur LinkedIn, elle partageait beaucoup de choses. Je l'ai vu plusieurs fois passer à droite à gauche. À chaque fois, je me suis dit, purée, elle fait des bangers à chaque fois. Ses posts sont tellement quali. Et donc voilà, on a discuté un peu. Elle m'a dit, ah écoute, j'ai fait le podcast avec Bill Carr, c'était cool, j'aime bien l'exercice. Ça te dit, on discute. J'ai dit, bah écoute, moi j'aime bien te rencontrer depuis quelques temps. Donc chaud pour discuter aussi. Déborah, est-ce que tu es déter pour discuter aujourd'hui tranquillement? Ouais, grave, vraiment. Bon, parfait, ça fait plaisir alors. Écoute, la première question que j'ai envie de te poser, c'est un peu, t'es tombé comment dans le SEO? Parce que j'ai l'impression que tu as eu plein d'XP différentes, j'ai vu que tu étais passé par plusieurs agences, j'ai vu que tu as eu plusieurs gros clients, tu as dû avoir plein de petits trucs qui sont passés dans ta vie. On tombe rarement dans le SEO par hasard. C'est assez rare d'avoir des meufs en plus de ça dans le SEO, donc big up pour toi. Comment toi, t'es tombé dans la marmite? Putain, ça a été long avant de trouver. Mais pour t'expliquer le parcours, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Je pense que quand tu sors après le bac, t'es un peu paumé. J'aimais bien, j'étais forte en maths. C'est tout ce que je savais. Donc en fait, j'ai fait une licence de maths que j'ai pas kiffé. Mhm. Après, j'ai fait de la com Sciences Po. Je me cherchais. Après, j'ai fait une licence en événementiel. Mhm. Ça collait pas. Et après, je me suis dit, bah tiens, je vais entrer dans une école dans le web. Donc là, j'ai cherché une alternance, la grosse galère, quand t'as 0 XP. Et je suis tombée chez Première Position qui m'a prise. À l'époque, c'était encore une petite agence. C'était pas c'était pas l'agence que c'était aujourd'hui ou l'agence qu'elle est devenue. On n'était pas énormément. Il y avait un pôle SEO de 5 personnes, 4 personnes. Donc ouais, Petite équipe, et en quoi. fait, j'avais des missions social media manager et en même temps SEO à côté. Et c'était le SEO. C'est comme ça que j'ai découvert le SEO, qu'on m'a fait découvrir un peu le SEO. Je suis tombée dedans par hasard et j'ai kiffé quoi. Ok, super intéressant. Première position, ils ont changé de nom Noise. depuis ou pas, non? Ouais, c'est Noise, c'est Ouais. bien ce que je me Mm. disais. Purée, le géant Noise, quoi. Mm. Ok, stylé. Ah ouais, et du coup, Noise, à la base, c'est une fusion entre Première Position et je sais plus qui d'ailleurs. Ouais. D'autres boîtes, je crois. Et ouais, ok. Et c'était en quelle année, ça, du coup, que t'étais là-bas? Ça, c'était 2015, Ok, 2018. ah ouais, ok. T'as fait 3 ans d'alternance? Ouais, 2 ans, mais c'était année scolaire quoi. Ok, ouais, tes 2 années de sûrement un master pro en alternance, école de web, un C'est peu école de ça, commerce, ouais, voilà, le bisbille, moi classique. aussi. J'étais dans le même type de Classique. Hein. truc. Ouais, Le truc, t'apprends rien. c'est ça, t'es là, tu payes 8 000 € l'année, t'as ton alternance, c'est eux qui payent, du coup ça passe, et puis bon, tu fais ton truc et tout. Je Ouais, vois bien. enfin, t'apprends plus en cours, quoi. Enfin, en alternance, quoi. Ouais. Et Tu payes pour bosser, quoi. du coup, à ce moment-là, tu vas chez Première Position. Et t'es un peu genre mix, j'imagine, entre tous les métiers du web. Enfin, toi, t'apprends en cours tous les métiers du web. Première Position, ils sont plus orientés sur le SEO. Forcément, ils te mettent plus une dominante SEO. Tu fais un peu d'autres trucs à côté, genre tu disais social media management. Est-ce que tu faisais d'autres choses? La rédaction, des réseaux sociaux et du SEO, ouais. C'était vraiment les 3 grosses missions de l'intégration, des trucs, missions basiques, quoi. Mais Ouais. on était sur ces 3, enfin, j'étais sur ces 3 gros pôles, ouais. Ok. Je prends mon téléphone pour noter en même temps les petites questions, les petits trucs qui sont intéressants. Je le dis au public aussi pour pas que les gens ils pensent que je suis en train d'envoyer des SMS pendant que je t'interviewe. Euh, Tu fais 2 ans chez Première Position et ensuite qu'est-ce que tu fais? Tu pars en freelance direct ou tu fais d'autres étapes avant, d'autres agences, d'autres trucs? Ouais, j'ai fait 2 agences avant. Ok. Déjà, j'ai quitté Première Position, je me suis mariée et en fait, je cherchais un CDI. Hmm. Euh, donc j'ai Pour pouvoir cherché un acheter une CDI. maison après? C'est le classique, tu sais. Exactement, je suis un gosse. J'ai la totale. Euh, Je pouvais pas être prime, fallait un crédit. Maintenant, c'est bon. Ouais. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis tombée dans une agence et je me sentais pas encore. Enfin, Hmm. le freelancing, tu vois, c'était pas encore assez connu, assez ouvert. On n'en parlait pas énormément comme aujourd'hui, etc. Donc c'est un autre monde, j'ai l'impression, il y a moins de 10 ans, quoi. Mhm. Donc je suis rentrée dans une petite agence web et en fait j'avais le pôle de responsable SEO toute seule. Donc après j'avais des alternants etc avec moi, mais en soi en fait le but de cette petite agence c'était de faire des sites un peu
plus haut de gamme développés, de former en même temps les développeurs aux bonnes pratiques du SEO et en même temps de vendre du récurrent, tout simplement parce que quand tu as une agence web, tu fais du one shot. Donc lui, ce qu'il voulait faire, c'était tout simplement développer le récurrent. Ouais. Et donc j'ai bossé là-bas pendant 2 ans. J'ai arrêté en plein Covid. Et après, j'ai rejoint une autre agence qui s'appelle Stank pendant pareil 2 ans, jusqu'à que je tombe enceinte et que j'accouche. Et à ce moment-là, quand j'ai accouché, je me suis dit, bah en fait, je veux plus bosser pour personne, quoi. Donc, je veux rester, je veux du temps pour mes enfants, enfin pour mon premier. Je veux me lancer et et ça me paraissait plus simple, plus accessible et entre guillemets, mon fils m'a donné le courage de me lancer et de passer l'étape, on va dire. Putain, c'est stylé parce que tu te lances quand même pas au moment le plus facile dans le sens où tu viens d'avoir un enfant. Enfin, ouais. Je sais pas, moi, en général, j'aime bien me dire une bataille l'une après l'autre. Tu vois, on va pas battre toutes les batailles en même temps. C'est vrai que à chaque fois que j'ai pensé, je me disais, putain, la meuf, elle se bat sur tous les fronts en même temps. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de pause. Il y a pas un moment où tu peux te reposer, de dire ça va, la pause déj et tout. Non. Bah vraiment, parce qu'en plus, moi j'ai mis 3 ans pour avoir mon premier, donc ça a été un parcours long. Et en fait, avec mon mari, on a toujours dit, bah on enchaîne. Et en fait, on pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Mais je me suis lancée en janvier 2022 et je suis tombée enceinte en janvier 2022. Mon fils avait 4 mois. Donc c'était, donc j'étais enceinte avec un bébé de 4 mois et une boîte qui se lançait. Mais bon, j'étais sereine dans le sens où j'avais déjà du contact autour de moi, c'est-à-dire je ramenais déjà du lead à mon ancienne agence. Donc je savais que j'arrivais déjà avec mon petit réseau que j'ai pu me faire trouver des premiers clients. J'avais le chômage aussi. Et c'était ça roulait, quoi. Ça, c'est vraiment la meilleure personne que tu peux avoir en consulting. Le meilleur consultant que tu peux avoir, c'est le consultant qui te ramène des leads. Là, c'est le top du top. Les clients, ils te chantent pas et en plus, ils ramènent du lead. Non, mais c'est... Moi, je t'embauche, Déborah, c'est bon. Je suis chère. Ouais, je sais. Non, en fait, je t'embauche pas, je connais tes prix. Au States ici, je vais pas pouvoir poser 100K pour débaucher Déborah, c'est mort. Et du coup, ouais, donc tu te lances en free, c'est assez marrant parce qu'en effet, si tu avais déjà du lead, parce que très souvent, en fait, je pense que la transition consultant en agence vs free, là où elle est très difficile, c'est plus sur la partie lead, en fait, avoir du lead et avoir assez de lead et être sûr que ça va pas se casser la gueule à un moment, tu vois. Et très souvent, les gens se lancent quand ils ont déjà un contrat d'ailleurs, qui est un peu sécurisé, sur lequel ils ont un peu misé. Et derrière, après, pour trouver d'autres leads et tout, c'est pas forcément très simple. Comment ça se fait que tu avais déjà du réseau et que tu générais déjà du lead, toi, de ton côté? Juste comme ça, en discutant? Non, ouais. des gens autour de moi qui ont monté leur boîte et derrière qui avaient besoin de développer leur visibilité, quoi. Donc, et leur bise, quoi. Et le SEO, c'est le meilleur canal. Donc oui. Des contacts, quoi, réseau, en fait. Ouais, non, ton réseau perso qui était déjà étendu, quoi. Ok. Et du coup, tu te lances en free, tu commences déjà avec des clients, tu avais déjà des clients, ça roulait déjà, genre tu avais déjà des trucs à la base quand tu te lances en free, ou tu gardais 1 ou 2 mois de chômage, peut-être le temps d'avoir un enfant quand même, enfin le temps de gérer ton enfant, ou même pas? Ça a été, alors la première année, elle était vraiment en mode montagne russe parce que je savais pas que j'étais enceinte déjà le premier mois où je me suis lancée, je l'ai su le 2e mois. Donc le premier mois, j'ai commencé à travailler parce que j'en ai parlé, j'ai mis juste un post sur LinkedIn, j'ai eu direct des leads. Donc à l'époque, LinkedIn marchait mais de folie. Un post, 5 leads, genre coucou, je me lance. Et voilà. Des personnes que je connais pas qui m'appellent sur mon numéro de téléphone. Bref, ça a bien évolué. Donc un truc, enfin voilà. Et mon réseau en même temps qui est au courant que je me lance en free. Donc, je chine déjà avec mon réseau autour de moi. Mais après, on va dire pendant les 3-4 mois qui ont suivi, je faisais, on va dire, le strict minimum. Parce que clairement, me lever chaque matin, c'était déjà un défi dans le sens où moi, la grossesse, je la vis hyper mal. Que j'avais mon fils à côté aussi à gérer, parce qu'il n'était pas gardé à temps plein. Il allait à la crèche 2 jours par semaine. Et ouais, donc je faisais comme je pouvais entre guillemets pour assurer les missions que j'avais vendues. Mais ce qui était bien, c'est que moi je m'étais un peu renseignée avant pour cumuler le chômage et pas qui se soustrait. Donc en fait, juste je complétais entre guillemets pour retrouver le salaire que j'avais en tant que salarié et ça m'allait très bien. Donc si un mois je faisais 2000,
je complétais, ça me tenait longtemps, tu vois. Mhm. Donc, j'avais pas fait un énorme chiffre d'affaires la première année. Mais c'était très bien pour moi. Je gardais mon fils, je vivais une grossesse tranquille. C'était l'essentiel, quoi. Ouais, c'est pas plus mal au final. C'est vrai que t'as souvent un peu la folie des comparaisons des chiffres et moi je tombe dedans genre direct, hein. Enfin moi le premier et je suis toujours en mode à juger les gens sur leurs chiffres. Vraiment le gros forceur. Mais c'est bien aussi des fois de se dire non mais attends, là tu sais quoi, je vais faire, et même le faire consciemment, tu sais, de se dire je vais faire 6 mois, un an, je vais gagner moins, c'est conscient. Et je le fais parce que j'ai d'autres choses à faire à côté. Et tu sais, je garde des moments pour ne pas tomber dans l'excès des chiffres constant, quoi. Et je pense que c'est une bonne pratique, quoi. Ah, mais attention, ça c'est parce que c'était ma première année, hein. Ouais. Là, je serais enceinte maintenant, ce serait pas pareil, hein. Je me shooterais, je sais pas à quoi, mais je travaillerais. Enfin, non, ce serait différent, je pense, de ouf. Comment ça se Mais là, fait c'était qu'il y a ma eu ce première shift? année. Ouais, Hein? après ta première année, comment ça se fait qu'il y a eu ce shift où tu t'es dit, genre, ok, maintenant je suis une charbonneuse de malade? En fait, ça s'est fait petit à petit, tu vois, parce que j'étais pas aussi assidue, j'étais pas aussi régulière, j'étais pas aussi organisée. En fait, je me suis juste rajouté des petites habitudes au quotidien. J'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à scie, et en fait, dans ma tête, j'avais une charge mentale de ouf qui me rendait pas limite heureuse, tu vois, parce que mon mari a quitté son travail pour venir bosser avec moi. Mon mari, il faisait pas du tout du SO avant, hein. Et en fait, d'un coup, on est passé de 2 à 4, et moi, j'avais à gérer tout un foyer au niveau financier. Donc, la pression que j'avais, en fait, elle m'a poussée à apprendre à gérer une entreprise, apprendre à développer ma communication, apprendre à développer apprendre à développer une autre offre, parce que j'en avais ras le cul d'avoir 50 000 offres de mon côté. Donc, j'ai voulu faire une offre unique où tout est condensé en même temps. Donc, en fait, je me suis accompagnée petit à petit sur tous les plafonds de verre que j'arrivais à toucher. Et ça m'a permis de développer, de monter en compétences et de devenir la Déborah que je suis à l'heure actuelle. Mais j'étais pas comme ça il y a 3 ans, quoi. Putain, Déborah en mode growth mindset, quoi. Ça fait plaisir. De ouf. Et je le sens. De toute façon, ça se voit, t'es une charbonneuse. T'es là, full sport, 2 enfants, c'est bon l'entreprise. On s'arrête pas, on rigole pas. Voilà, on va pas respirer, y a pas besoin. Là, il y a un truc qui m'intéresse. T'as dit que vous étiez 2 avant et que vous êtes passé à 4. Et du coup, tu avais déjà quelqu'un avec toi dans l'équipe quand tu faisais du free à un moment? Ah non, je parle de mes gosses, hein. Ah, ok. Je parle de mon mari, Oui, on ok, était de mon 2 mari à et moi. 4. Ouais, Et on est passé, parce que mes enfants ont 13 mois d'écart, donc ça s'est fait Ouais. hyper vite, quoi. Ouais, vous êtes passé de deux bouches à nourrir. T'es passé de 2 bouches à nourrir à 4 bouches à nourrir, quoi, grosso C'est modo. ça. Tout ça sur tes petites Exactement. épaules parce qu'en plus ton mari t'a rejoint. Ton mari, il t'aide sur quelle partie du business? Ça m'intéresse parce qu'en fait ma copine elle vient de m'aider, de me rejoindre aussi et m'aider pour une partie du business. Et du coup, toujours intéressant. De l'inté, de la relecture, correction, des retours clients. Mon mari, il est hyper méticuleux, donc quand je lui demande de faire un truc, je sais qu'il y a rien qui passe à la trappe. Donc ça, et moi, je suis vraiment une tornade. Je vais vite, il faut que ça avance, tu vois. Je préfère faire des erreurs entre guillemets. C'est pareil, vous? Ouais, c'est exactement la même chose. La copine, mari elle est va- grave carrée et tout. Tu sais, Ouais. elle fait toujours les choses bien. Et moi, je suis là, non, mais faut aller plus vite, faut plus vite. Tu vois, genre, Tant pis s'il y a des fautes d'orthographe, tant pis si c'est pas bien, on envoie, quoi. Tu vois, je suis le bourrin, quoi. Je suis pareil. Bon, heureusement, maintenant, il y a l'IA, donc ça permet d'éviter la casse. Mais moi, je suis une fonceuse, quoi. Je préfère, en fait, prendre 8 décisions par jour et faire 20% d'erreurs que prendre une décision par jour, entre guillemets. Et c'est ça qui me permet d'avancer. Et entre guillemets, c'est comme ça qu'on se complète bien. Dans le sens où lui, je sais que s'il y a un truc, j'ai besoin que ce soit parfait, parce que j'ai un client qui est hyper pointu ou quoi que ce soit, ça va passer entre ses trappes, il y a rien ce sera toujours nickel, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est des petites missions. Ouais, je vois bien. Ok, c'est intéressant. Et dis-moi si c'est trop privé et que tu veux pas répondre aux questions, parce que c'est vrai que là je commence à poser des questions sur les raisons pour lesquelles ton mari te rejoint. Mais est-ce qu'il t'a rejoint parce que vous vous êtes dit en gros genre ce sera plus pratique d'élever des enfants si on est tous les deux, genre on a un peu le temps qu'on a veut et qu'on gère le bis à deux, etc., ou est-ce que c'est d'autres raisons particulières? Alors, il y a 2 raisons. C'est quand il a vu déjà qu'en 6 mois, je commençais à avoir plein de clients, plein d'argent qui rentrait. Bon, c'était du petit argent à l'époque, mais quand tu passes de salarié à free, ça fait énorme. Ah oui, c'est indécent. Ouais.
Et après, derrière, il y a le fait que j'ai eu un deuxième, tout simplement, et que en fait, mon mari partait à 7h du matin, revenait à 19h, et un enfant, ça se lève à 8h et ça se couche à 8h, voire 7h. Donc en fait, il voyait pas son fils et ça le rendait ouf. Donc il a dit, en fait, c'est bon. Et il arrive à un stade où il pouvait plus évoluer dans sa boîte. Il y avait plus potentiel d'évolution parce que la personne au-dessus de lui, c'était directeur commercial, tu vois. Donc il allait pas partir. Donc en fait, il a dit stop. Enfin, j'arrête. Je me lance avec toi, quoi. Je fais ok. D'accord, bienvenue dans l'entreprise, voilà. C'est ça. Ok. Ouais, c'est vrai que ça a fait sens quand tu dis potentiellement tu arrives à un moment où tu gagnais peut-être plus d'argent que lui, tu travailles un peu moins, tu gagnes plus d'argent, tu t'occupes des enfants, etc. Tu te dis, il y a un moment, il faut réussir à trouver un moyen de réorganiser tout ça pour que ça soit plus efficace. Et c'est vrai que si potentiellement tu prends plus de clients parce que tu as ton mari qui t'aide en plus, c'est excellent. Il y a une partie qui est intéressante, c'est tu as parlé des offres et j'en parlais justement avec ma copine qui étudiait ton LinkedIn et qui étudiait ton offre et c'est marrant d'en discuter, ça a été une vraie discussion de 15-20 minutes sur le sujet et en gros on se disait d'un côté que ton wording faisait que, mais ça c'est parce qu'on est trop exposé au make money, on avait l'impression que c'était une formation que tu vendais, tu vois, d'un côté. Et d'un autre côté, le plan de l'offre avec ce qui était inclus dedans, etc., était super bien construit et je trouvais ça super cool. Et je me demandais à quel moment tu t'es dit je vais faire une offre standardisée pour du service qui d'habitude est assez custom, tu vois. Est-ce que tu t'es dit que c'était un step que tu avais besoin de passer pour franchir une étape ou est-ce que tu t'es dit que ça clarifiait tout et que c'était plus simple et que ça te processisait la totale? C'est quoi ta réflexion autour de ça? Alors, déjà, j'en avais marre de... en fait, t'as X pages, t'es sur ce créneau de prix, t'as ça, c'est sur ce créneau de prix, ça me saoule en fait. Donc en fait, je voulais... Il y a deux choses. C'est que moi, je voulais atteindre au minimum 10K par mois en chiffre d'affaires et que j'en avais marre de toutes ces multitudes d'offres et moi j'aime bien l'image du luxe entre guillemets, donc j'avais vraiment besoin en fait de monter une offre très luxueuse, très premium où je vais faire très attention à mes clients, je vais les soigner, etc., je vais les chouchouter. J'aimais bien cette idée-là, mais il fallait que je prenne moins de clients pour ça. Donc, entre guillemets, j'ai pris un accompagnement à ce moment-là. Il m'a juste dit une phrase, il m'a dit en fait, pour faire 10K, il faut juste 5 clients à 2K par mois. Et là, cette phrase, en fait, ça a été un peu la révélation. Je me suis dit, en fait, il me faut qu'une seule offre. Je vais tout, j'avais tout dans un Google Sheet, je l'ai supprimé. Et je me suis dit, comment je pourrais faire une offre, entre guillemets, qui pourrait correspondre un peu à tous les secteurs d'activité, un peu à tous les clients, qui apporterait du résultat rapidement. Tu la vois, tu dis, ah ouais, ça vaut son prix, entre guillemets. Le prix ne devient plus une objection. Et en fait, ça s'est fait hyper naturellement. Au début, c'était pas 10 contenus par mois pendant 11 mois, parce que mon offre, entre guillemets, pour l'expliquer pour ceux qui la connaissent pas, on en parle, moi j'ai très bien la vision du rectangle Mama Booster, tu sais. Donc en gros, mon offre, elle s'appelle Mama Booster, et en gros, elle est sur 12 mois, c'est un engagement de 12 mois à 2500 € par mois. Le premier mois, c'est recherche de mots-clés, stratégie et audit. Et du mois 2 au mois 12, c'est la création de contenu, optimisation, mise en place des optimisations techniques, etc. Enfin, tout le package, tout est compris dedans. Même la formation en interne auprès de l'entreprise. Donc, il y en a beaucoup qui aiment cette partie-là. Et c'est adapté pour tout, entre guillemets. Ça s'adapte pour de la refonte de sites, pour de la création de sites, pour des sites déjà existants. Elle est vraiment hyper flexible. Et au final, j'ai un peu trouvé, on va dire, la recette qui fonctionne un peu partout. Donc, au début, voilà, je reviens. Au début, quand je l'ai lancé, c'était mois 1 pareil, et de mois 2 à mois 7, de la création de contenu, et après, c'était de l'optimisation, etc., etc. Et après, je me suis dit, je vais monter mes prix, donc je vais rajouter plus de valeur, donc plus de contenu sur tous les mois, etc. Et je suis passée comme ça de 2000 à 2005. Ok. C'est très stylé, bonne logique. Et c'est vrai qu'il y a un moment où il ne faut pas trop se prendre la tête et il suffit de 5 clients à 2000 € par mois pour en faire 10 000. Est-ce que, alors il y a la phase où tu t'es fait accompagner du coup par quelqu'un, tu disais pour la partie offre. Est-ce que tu t'es fait accompagner souvent dans le process et dans toutes les skills que tu as développées? Et c'est quoi, comment est-ce que tu fais pour trouver des gens qui t'accompagnent à ce moment-là sur certaines choses? Est-ce que c'est du réseau? Est-ce que c'est de la reco? Est-ce que c'est juste des gens où tu te dis j'ai besoin de m'améliorer sur mes offres, boum, je trouve quelqu'un? Comment est-ce que c'est quoi la démarche de pensée derrière ça? Et comment est-ce que tu trouves ces personnes et qu'est-ce qu'elles t'apportent?
Alors, il y a, l'année 2024, je me suis fait énormément accompagner. J'ai dû dépenser peut-être 12 à 15 000 euros d'accompagnement d'évolution, qui ont largement porté leurs fruits, qui ont été rentabilisés de ouf. Mais oui, pour moi, en fait, dès que je touche un plein de fonds de verre, hop, je prends le meilleur et je prends un accompagnement privé pour avancer. En 2024, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait, en fait, c'était une offre un peu. C'est lui qui est venu me démarcher. C'était un peu revoir ton offre et apprendre à prospecter. Après, j'ai pris un coach que je vois toutes les 2 semaines. Ça, pour moi, c'est hyper important de parler business, etc. Un peu vider ma tête avec quelqu'un hyper externe à tout ça. Donc, depuis mai 2024 jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours avec lui toutes les 2 semaines. Donc, entre-temps, ça a changé de coach parce bref, on s'en fout. J'ai pris Ruben Tayeb aussi pour LinkedIn. Parce qu'avant, j'étais 100% sur Insta. Je suis arrivée sur LinkedIn en juillet 2024. J'avais 2000 abonnés. Donc, j'ai bien grossi. J'ai pris un formateur au niveau des finances parce que je voulais quelqu'un qui me déstresse sur ce qui rentre, ce qui sort, etc. Enfin, qui m'accompagne un peu en termes de finances. C'est moi aussi, j'ai dit moment. Il y a 15 jours, je pensais être riche. Il y a une semaine, je pensais être pauvre. En ce moment, je suis un peu dans l'entre-deux. J'attends les rendez-vous de la comptable. Ouais. Donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi un accompagnement pour de la vente auprès d'un mec sur LinkedIn. Donc lui, il était dans le programme de Ruben. C'est comme ça que je l'ai connu et c'est un tueur, il a 40 ans d'expérience et il sait surtout très bien vendre des offres un peu premium pour te virer les objections, comment tenir ta posture, etc. Donc hyper cool. Voilà. Après, des trucs en privé aussi pour le sport, la bouffe. Voilà. J'essaie toujours en fait dès qu'il y a un truc qui va pas de prendre quelqu'un quoi. Je me prends plus la tête quoi. Ouais, c'est vraiment une bonne idée, je pense. Moi, je l'ai fait un petit peu, mais je le fais pas assez. Et franchement, c'est intéressant ce que tu dis là. Tu dirais que c'est lequel qui t'a le plus fait progresser, entre guillemets, ou qui a le meilleur ROI so far? Mon coach. Ouais, le coach, ok. Putain, c'est intéressant. Sur le long terme, ouais. Vraiment. Qu'est-ce que t'en tires, tu dirais? Parce qu'en gros, moi, j'ai pris du coaching aussi par un gars. Coaching / mentorat, je sais jamais trop comment appeler ça. Par un gars qui est très fort et qui est très intéressant. Mais ouais, assez intéressant de savoir ce que tu en retires so far, toi, pour le coup. Sur quel point ça te fait avancer et comment est-ce que de quoi vous parlez généralement? Comment est-ce que vous avancez là-dessus? Déjà, on se voit toutes les 2 semaines. Donc, en 2 semaines, quand tu agis beaucoup, il se passe beaucoup de choses. Donc, déjà, je finis de parler. Il y a 40 minutes qui s'est déroulé. Ça, c'est vraiment le truc. N'importe quoi, t'aurais dit. En 2 semaines, il se passe pas grand-chose, tu vois. Mais t'as dit la vraie chose. Quand tu agis beaucoup, il se passe beaucoup de choses, tu vois. C'est vrai, putain. Et l'action, ça crée vraiment l'information, quoi. C'est vraiment intéressant parce que t'as plein de choses à communiquer, t'as plein de choses et tu t'es là, genre, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça après, quoi. C'est ça. Donc en fait, j'ai besoin de remettre à plat tout ce qui s'est passé. Donc je parle sans respirer pendant 40 minutes, le pauvre. Ça se passe toujours comme ça. Et après, derrière, on creuse les points. Mais en gros, au début, j'étais pas du tout dans l'action immédiat. Et j'avais pas aussi ce mindset genre j'ai un problème, ok, quelle solution, dans combien de temps je le résous, comment je fais pour le résoudre, etc., etc. Donc il m'a vraiment en fait créé une méthodologie dans ma tête où maintenant en fait chaque problème il se résout automatiquement. J'ai même plus besoin de lui en fait. Je fais des trucs automatiquement. Je déroule le truc dans ma tête tout seul et lui il écoute quoi. Donc alors qu'avant il devait poser des questions pour enclencher la deuxième et etc., etc. Donc ça a été hyper formateur. Et ça m'a appris aussi à déculpabiliser sur pas mal de choses. Ça, je pense, c'est hyper important. C'est difficile, hein. C'est difficile, mais ça, franchement, à force de travail, ça fonctionne, quoi. Ouais. Donc, sur l'argent, sur certaines personnes, parce que tu attends peut-être trop d'eux et que ils sont pas comme toi, tu vois, parce que toi, tu es quelqu'un qui agit beaucoup et les personnes n'agite pas forcément beaucoup. Donc, pas autant que toi, du moins, ouais. C'est toujours le truc de. Ouais. Je pense qu'il faut accepter de se dire. Je pense qu'on a un peu cette manière de fonctionner où tu vas très vite, tu agis beaucoup et tu fais bouger beaucoup de choses. Il faut accepter que les gens aillent pas à la même vitesse que toi. C'est pas forcément facile au début. Tu te dis putain, mais les gens ils font rien. Et après, tu te rends compte que c'est juste qu'ils font les choses à leur rythme. Et leur rythme, c'est peut-être 2 fois moins rapide que toi. Mais bon, écoute, c'est le leur. Voilà, faut leur laisser.
Ouais, c'est ça. Donc ça, je l'ai compris maintenant et tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça sur lesquels bah, ça me permet vachement d'avancer et d'évoluer. Mais ça, je pense, c'est le truc que j'arrêterai certainement jamais, tu vois, le coaching. Mhm. C'est trop important pour moi, quoi. Ouais, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment marrant. Ça fait un peu ça fait penser au psy, hein, assez simplement. Souvent, c'est le coaching. J'ai Mm. l'impression que c'est un psy qui a un regard business et pas son diplôme de psy. Et, et il est là, bon, bah voilà, on va discuter un peu, c'est cool, quoi, tu vois. C'est ça. Ouais. Moi, je lui ai dit, on parlera pro, perso, mes projets, on parlera de tout. Le but, c'est vraiment, en fait, il se passe tellement de choses dans ma tête, ça va tellement vite, Hmm. entre guillemets, Faut que tu puisses le que, sortir, quoi. ouais, faut que ça sorte et que je Hmm. l'entende surtout, tu vois. C'est Ouais. ça, en fait. Je le prends surtout pour ça. Et Hmm. lui, il est OK, tu vois. Mhm. Enfin, ça lui va, quoi. Ouais, ok, c'est super intéressant. Je pense que c'est une bonne chose pour les gens qui sont un peu bloqués à certains paliers de prendre des accompagnements pour essayer de débloquer certains paliers. Comment est-ce que tu fais pour trouver ces personnes? Tu dis, il y en a un qui t'avait prospecté, il y en a qui t'ont été recommandés, j'imagine, il y en a que tu as dû voir dans des communautés, etc. Parce que moi, c'est toujours un truc qui est assez difficile quand tu arrives sur un domaine que tu connais pas. Pour trouver un expert du domaine, c'est genre super flou, quoi. Tu vois, il y a plein Mm. de gens qui disent plein de choses, c'est intéressant, et tu es toujours un peu en mode, qu'est-ce que je fais avec tout ça, quoi. Il y a LinkedIn beaucoup. À force de lire des contenus de personnes, bah, tu te dis, cette manière de voir ou son point de vue, elle est un peu différente de ce que tu as l'habitude de lire, donc go. Après, des fois, c'était pas des bons investissements, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, hein. Ouais, ouais, ouais. Faut pas se dire, ah merde, je prendrai plus d'accompagnement, tu vois. Faut se dire, bah, ah, j'ai compris, la prochaine fois, voilà, quoi. Ouais, Et il y a aussi le feeling, tu vois. Avant de signer, tu la rencontres, la personne. Donc, ouais, faut que ça matche, tu vois. Si ça matche pas derrière, enfin, ciao, c'est pas grave, quoi. Tu ouais, trouveras quelqu'un avec qui ça matche. ouais, 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 c'est vrai. Mais ouais, LinkedIn beaucoup. Et après, ça va être aussi du bouche à oreille, recommandation. Euh, mais ce qui peut aller à quelqu'un ne va pas forcément à tout le monde, quoi. Donc Hmm. voilà, feeling hyper important, c'est l'étape décisive. Ouais, c'est assez marrant. Il y a pas longtemps, je devais chercher quelqu'un pour m'aider sur la partie. C'est une partie qui est un petit peu compliquée pour moi. Ça va te faire sourire, mais c'est la partie accompagnement client. Ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même le cœur de notre métier. Mais Ouais. en gros, moi j'ai lancé une agence alors que j'avais jamais été prestataire pendant très très longtemps avec beaucoup de monde, etc. Donc je découvre mon métier progressivement. Et après quelques semaines, mois à bien travailler avec mes clients, j'ai pris des petites claques à droite à gauche parce que bon bah t'apprends le métier au fur et à mesure, quoi. Et sur la partie accompagnement, c'est justement marrant parce que j'étais un peu en mode genre je découvre plein de choses que tout le monde est là, bah ouais non mais mec c'est normal, tout le monde fait ça, tu vois. Envoyer un récap après un meeting client, c'est normal, tout le monde fait ça. J'étais là genre ah ok bah je découvre. Et, et du coup, j'ai pris quelqu'un. Et je me souviens, la personne, pendant le call, elle m'a dit ouais et tout. Bah ouais, tu vois, je vous vois mes clients, je fais ça, nanana. Et il me fait toute sa description et c'était tellement extrême. Je me suis dit, c'est la personne qu'il me faut. C'est à l'opposé de ce que je fais, de ce que je vis et ma vision du monde. Et là, il me faut quelqu'un qui me fasse théorie du choc, tu vois, qui me ramène sur un entre-deux. Hop là. Un bain glacial. Ouais, donc là, je lui ai répondu par mail ce matin. J'espère que voilà, ça va se faire normalement semaine pro ou un truc comme ça. On verra bien. Ça, c'est Petit bain stylé, ouais. froid. Ouais, je pense aussi que ça va être intéressant. Et j'ai déjà fait, en fait, j'avais fait des mini-formations sur la vente, trop intéressant. Ça va peut-être même été encore plus intéressant de me faire accompagner, mais honnêtement, la formation était déjà. Je pense que quand tu pars de zéro, genre une petite formation de Ouais. chill, c'est déjà pas mal pour faire 50, 60%, 70% du travail. Et je pense après, quand t'es à 70% et que t'es capé un peu, là ouais, l'accompagnement privé, il est pertinent, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Hmm. Après, moi, la vente, ça dépend ce que tu vends aussi. Si tu vends du petit prix ou du très gros prix. Mais le gros prix, bah, je trouve que ça se vend beaucoup plus facilement déjà. Plus c'est cher, plus ça se vend. Non, je te jure, je galérais plus à vendre quand j'avais du TJM à 500 euros au jour Ouais. qu'une offre à 2500 euros, quoi. Donc, c'est ouf la différence, quoi. Donc, et enfin, quand t'as confiance aussi en ton taf, en ton travail, que c'est toi qui vends ce que tu fais, Mhm. euh, tu le vends beaucoup mieux, quoi. Hmm. Je suis grave d'accord avec toi là-dessus. Je suis pas sûr que le plus cher, ça se vende mieux que le moins cher. Mais ce que je pense, c'est que quand tu progresses en vente, tu apprends à vendre du plus cher. Tu pourrais vendre du plus cher, du moins cher, peu importe, ça vendrait bien dans tous les cas. T'es bonne vendeuse, tu vois. C'est bon, c'est Mm. réglé. Genre, et en fait, aucun vendeur qui vend très bien va s'amuser à vendre des trucs pas chers. Tu sais. Si t'es vendeur, tu as plus intérêt à aller vendre des trucs très chers, quoi. Donc à partir du moment où tu débloques un peu les modèles pour essayer de réussir à commencer à vendre plus cher, c'est pas mal. Euh, c'est assez intéressant. Comment est-ce que tu... Est-ce que tes leads, quand ils arrivent,
ils connaissent ton offre, ils sont un peu en mode genre, je veux faire l'offre Mama Booster. Ou est-ce que tu leur présentes l'offre? Genre, comment est-ce que ça se passe? Parce que je me dis, en fait, moi qui fais beaucoup de sur-mesure, donc quand mes clients viennent me voir, mes leads viennent me voir, je leur dis, écoutez, hop là, on discute, je reprends tous leurs besoins, grosso modo. Derrière, je prépare un plan, une stratégie et je leur vends grosso modo le plan, la stratégie, accompagnement mensuel, plus ou moins ce que tu fais, plus ou moins dans tes tarifs aussi. Et juste, je le fais en custom parce qu'avant, j'ai pris un peu le budget client, etc. Toi, du coup, tu as une offre qui est déjà pricée, entre guillemets, pricée en fixe. Et du coup, je me demandais, est-ce que les gens, ils viennent te voir en mode genre, je veux faire ton offre, c'est ce qu'il me faut ou comment est-ce que ça se passe en termes de rendez-vous vis-à-vis de ça? Alors, ils savent déjà tout parce que moi, ma landing, entre guillemets, je présente mon prix. Donc, et je te demande clairement, est-ce que tu as le budget ou pas? Ouais. Si c'est non, je vais venir t'écrire, mais on n'ira pas se rencontrer en visio, tu vois. Ouais. Donc, déjà, je trie mes clients par rapport au fait que, déjà, je veux plus de sites en refonte. Donc, tous ceux qui disent oui, je suis en refonte, je leur conseille quelqu'un d'autre. Et je trie aussi sur le tarif. Donc, ils ont toute l'information sur mon offre. Et en général, ils me connaissent via LinkedIn, donc ils vont venir. Moi, toutes les semaines, je parle de mon offre. Donc, si tu t'en as pas entendu parler, et que tu lis mes posts, c'est qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. T'as raté le début ou la fin du post, tu vois. Donc moi, je parle à fond de mon offre parce que j'en ai qu'une, donc hyper facile pour communiquer. Et donc, ils savent exactement à quoi s'attendre en termes de tarifs. Ils ont dit oui en termes de prix. Et moi, je leur présente, on va dire, une petite analyse concurrentielle, mais vraiment très marketing, pas que SEO. Par exemple, si c'est un SaaS, je vais étudier en fait qu'est-ce qui différencie ce SaaS avec les autres SaaS, etc. En termes de prix, de fonctionnalités, etc. Donc, je fais vraiment une étude bien marketing et je leur montre en fait comment on pourrait faire une stratégie en 3 points. Donc en 3 points, comment on peut monter une stratégie SEO et sur quoi on pourrait travailler sur 12 mois. Et après, je leur présente mon offre en détail. Ça veut dire, je vais ouvrir chacun de mes documents et je vais leur dire, voilà, tu auras ça, ça va ressembler à ça, etc. Et ça les aide beaucoup parce qu'ils arrivent vraiment à se projeter sur l'ensemble des contenus qu'ils vont recevoir. Je leur présente vraiment l'ensemble des documents, le Notion avec le suivi, etc., les contenus, à quoi ça va ressembler. Vraiment, je veux qu'il y ait zéro surprise. Et après, j'annonce le prix, quoi. Et là, il y a zéro surprise parce que qu'ils le connaissent prix déjà en plus. Ouais. Exactement, il y a plus enfin, le prix ne peut pas être une objection, sinon tu serais pas en face de moi et je serais pas en train de te parler pendant 1 heure, tu vois. Donc voilà. Et quand tu te déroules ta propale, du coup, et que tu leur présentes tous les typologies de docs, les trucs qu'ils vont recevoir, le Notion, etc., la manière, les angles de strat et tout, j'imagine que les 3 angles strat que tu prends le temps de mesurer avant, du coup, t'as un peu le truc. En fait, ma question, là, je suis en train de partir dans une question trop élaborée alors que j'ai un truc beaucoup plus simple. Personnellement, quand je prépare une presse pour un lead, je passe 2 heures, 2 heures et demie à faire une jolie presse PPT. Et j'ai ma strat et je mets en place un peu toutes les actions, etc. Et je fais plus ou moins la chose que tu fais, j'ai l'impression. Combien de temps ça te prend de préparer une proposition pour un lead, à faire ton étude et lui faire sa propale? Ça peut être 5 minutes, ça me fera très mal au cœur, mais c'est OK. 20-25 minutes. OK. Ah putain. J'ai un GPT. En fait, il y a 80%, il y a 3 slides que je modifie, tu vois. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai un GPT derrière, je lui copie-colle copie-colle des infos, il va me le faire. Et tu connais tout le reste. En plus, toi aussi, tu es sous TLDV là. Hop là, ça doit faire transcript TLDV, clic, copier. Toi-même, tu sais. Ah non, ça, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu avant le client. Là, c'est vraiment. Ah ouais, toi, tu les as pas vus avant. Ok. Ouais. En fait, dans le questionnaire, je leur pose toutes les questions que j'ai besoin pour créer ma presse, justement. Et après, derrière, je leur présente mon offre. D'abord, je parle d'eux et après, je parle de nous. Et après, derrière, je reprogramme automatiquement à la fin du rendez-vous un rendez-vous pour qu'ils me disent oui ou non. Et c'est là, moment qu'à 90%, ils me disent oui, tu vois. Mais ma presse est déjà tout préparé. Il y a qu'un rendez-vous de... Enfin, ah, t'as qu'un rendez-vous de vente. Ouais. Enfin, un plus un de réponse, quoi. T'es en mode masterclass de closing à la Yomi Denzel, quoi. C'est bon, quoi. Non, ouais, en soi, ça fonctionne bien comme ça. J'ai testé plein de trucs. Il y a un truc que j'arrive pas encore, c'est alors tu signes, tu sais, à l'heure de dire à la fin. Ah ouais, direct, ouais. Alors, tu vois, moi je dis, écoute, ce qu'on fait, c'est qu'est-ce que t'en penses déjà à l'heure actuelle, et en gros, je comprends que tu veux y réfléchir, c'est quand même un budget.
ce qu'on va faire, c'est que on se revoit, t'es dispo le jeudi machin, super. Et après, hop, on se revoit le jeudi. Il a eu le temps de réfléchir. Je lui fais un email recap, je l'envoie à la presse et après, voilà, je le recontacte plus et j'attends de ses news, quoi. S'il a des questions, il peut m'écrire. Je suis dispo hyper rapide. Mais sinon, voilà, j'ai mon retour dans un second temps. Mais le deuxième rendez-vous dure 10 minutes en général, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, le deuxième rendez-vous, il est super court. C'est vraiment juste pour avoir la réponse. Et j'imagine que tu le fais juste pour éviter de prendre des absences par mail de l'infini où tu relances 3 fois et la personne, elle veut pas se décider. Et du coup, c'est fini, ça. Ouais. Et ça, c'est une trop bonne idée en plus de simplement mettre un meeting de 10 minutes pour donner la réponse, que la personne, ça la force à décider et à s'engager ou non, quoi. Putain. Et ouais, on les a tous vécus, les lapins. J'ai passé 2h30 à faire une presse, j'ai passé 1 heure à te la présenter, et après, derrière, j'ai plus personne. Donc, j'ai perdu une demi-journée, en fait, pour quelqu'un qui me pose une carotte. On l'a tous fait. Ouais. Et en fait, moi, je mets juste un deuxième meeting, et j'ai plus du tout de lapin, quoi. Tu vois. Ouais. C'est trop malin. Mais après, ouais, moi, ça fait un 3e meeting, parce que j'en ai déjà un, mais c'est très, très fort. Fais un questionnaire, tu prends toutes les infos. Ouais. Un rendez-vous et un deuxième très court, quoi. Ouais, en fait, alors, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je peux pas vraiment faire ça. Parce que je pense que tu peux pas avoir toutes les infos avec un questionnaire. Tu sais, moi, j'aime beaucoup bombarder de questions pendant une demi-heure, 45 minutes, histoire de vraiment cerner le besoin du gars. Et derrière, je vends pas, j'ai pas prix fixe aussi. Et du coup, comme j'ai pas une offre fixe, entre guillemets, à chaque fois, je suis obligé de lui faire une préparation custom. Mais en vrai, il faut que je fasse une offre fixe parce que la manière dont tu l'as fait, c'est une très très bonne idée. Et je pense qu'il y a un truc à aller chercher dans ce sens-là. Je pense que derrière, il y a un truc pour l'apporter, pour le vendre, etc. Mais là, je suis en train de prendre note de demander à la personne un visio rendez-vous parce que c'est une grave bonne idée. Ouais, déjà, tu vois, ça t'évite les carottes. Mais ça se trouve, tu vas signer plus de personnes. Parce qu'après, en fait, il n'y a que en vrai que tu peux vraiment traiter les objections, tu vois. Si c'est du email, du message, etc., t'as perdu, la personne elle est perdue, tu vois. Si elle te dit non par email, c'est mort. En fait, il faut que t'ailles, le truc que je faisais pas avant, c'était prendre le numéro de téléphone, tu vois. Il faut que la personne, tu l'aies de vive voix, et c'est là où tu peux traiter au tac tes objections. Et là, ça change tout, et c'est là où tu travailles et tu progresses en vente aussi. C'est quand tu traites des problèmes, quoi. Ouais, quand tu transformes des noms en oui, quoi, c'est simplement, quoi. Exactement. Et ouais, c'est un truc où, putain, moi, j'ai jamais fait trop les objections encore. Je me suis pas formé à la partie de genre le nom, on le transforme en oui. Tu sais, j'ai tout préparé pour qu'il y ait le plus de oui possible, mais aussi il y a un nom, je suis là genre, ah, tant pis, c'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois. Déjà, si tu as tout préparé pour que ça arrive au oui, c'est déjà un bon boulot. Moi, ma formation en vente que j'ai faite, c'était ça, en fait. C'était tout dérouler pour qu'en fait, les élections, tu les pètes l'une après l'autre. C'est ça. Vois. Normalement, ouais. Normalement, si tu as bien fait ton speech, que tu connais bien le truc et que tu connais tes objections habituelles, tu sais que ça va dérouler assez fin et que tu vas les traiter naturellement. Ouais. Ça fait plaisir. T'as dit un truc tout à l'heure qui m'a fait tiquer. Je me suis dit, oula, j'en connais une qui a dû avoir des mauvaises expériences avec des sites en refonte pour pouvoir les refuser catégoriquement à l'entrée de son programme, comme on les refuserait à l'entrée d'une boîte de nuit. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord avec tes sites en refonte? Non, monsieur, vous êtes en refonte, ça ne peut pas être possible pour vous ce soir. Comme d'hab, quoi. Oui, il doit sortir dans 3 mois. Il met un an et demi à sortir. On les connaît. J'en ai fait, franchement, 40 en agence web. Je faisais que ça, de la prestation en refonte. Toujours la même chose, quoi. Alors moi, j'avais remarqué que l'objection principale pour la sortie du site quand tu bosses ton SEO, c'est la création de contenu. Bon, maintenant, c'est plus une excuse parce que je l'internalise. Mais c'est toujours pareil. Il y a toujours un facteur. Ouais, il doit sortir dans 3 mois, il doit être en ligne en septembre. On est en septembre prochain, il est toujours pas en ligne. Donc, en fait, moi, ça me saoule. Enfin, j'ai l'impression de stagner, entre guillemets. Et moi, j'aime pas stagner. Donc, waouh, salut. on passe à des sites en ligne. Après, si c'est un site en ligne qui plus tard se met en refonte, bah ok, tu vois. Mais on continue à travailler sur le site en ligne jusqu'à la refonte. Mais là, non. Ouais, stop. Ras-le-bol. C'est bon, les sites en refonte, là, il y en a marre. C'est assez marrant. Moi, j'aime bien les sites en refonte en général, parce que j'aime bien la technique et tout, mais c'est fatigant parce que tu marches toujours sur des œufs. Hein. T'es toujours là, genre... Soit les gars, ils te pressent parce que le SEO, ils n'y ont pas pensé. Et là, en fait, la refonte, elle sort dans 15 jours. Et en fait, maintenant, là, il faut que tu nous dises, là, c'est OK, tu vois. T'as pas le choix, en fait. Là, il faut que tu dises, c'est OK. Et t'as pas, voilà, t'auras pas le temps et tout. Soit
soit c'est des fausses refontes, soit ça avance pas côté dev non plus. T'es là, genre t'as envoyé tous tes trucs, les gars, ouais, il y a du retard, il y a du retard, il y a du retard. Franchement, c'est. Non, Mais en fait, il y a c'est. trop de facteurs, ouais. Il y a trop de Ouais. facteurs autour du projet. Et c'est très Donc, souvent ouais. des mauvaises choses. Enfin, en fait, c'est très très rare que la refonte, ça soit une très bonne refonte et que tu te dis, oh ouais, là, on va chercher un potentiel inexploité, etc. C'est une bonne chose, quoi. Et j'en ai vu, enfin, tu sais, sur les dizaines de refontes qu'on a vues, la plupart du temps, changer de thème, changer de style, changer de contenu, c'est une mauvaise idée, en fait. C'est juste, tu vas perdre de la puissance d'un point de vue SEO. Après, des fois, pour la cohérence marketing, etc., c'est nécessaire, mais c'est rarement le cas. Est-ce que alors moi ce que je dis souvent c'est que le SEO c'est trois grands piliers, hein. Enfin, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a beaucoup de gens qui le disent, mais on a tous une dominante, tu vois, que ce soit sur la partie création de contenu ou la partie netlinking ou la partie technique. Est-ce que tu dirais que tu as une dominante pour un des trois piliers ou pas? Ouais, moi, ce sera plus le contenu. Je suis rentrée comme ça, donc je Hmm. pense que ce sera la partie contente. Ouais. Ouais. Partie Sans contente surprise. et un peu UX. Parce que moi, j'aime bien Ok. dire qu'il y a 4 piliers, tu vois. Ouais, Ça toi joue t'es la grave. team. Il y a les utilisateurs aussi, faut pas les oublier. On la connaît. Mais ouais, j'aime bien la partie UX, j'aime bien éplucher le site, donner des recos, faire des petites maquettes, Ok. dire on rajoute ça et tout, ouais. Ouais, genre un peu design et tout quoi, des trucs t'aimes bien les trucs un Ouais. peu sympas. Ok, stylé, purée. Moi Réarranger en c'est termes une. du UX, ouais. Ouais, moi je t'avoue que c'est une dominante que je cite même pas en général. C'est un pilier, il n'existe même pas moi dans mon vocab. C'est quoi ça? Le GIMP, cela et l'UX, oh non, non, ça t'inquiète pas, c'est pas pour nous. On s'en occupera plus tard. Oh là là. Ok, Toi, c'est c'est acquise. intéressant. Ouais. Ouais. Toi, c'est acquise, mais Euh, après, derrière, ils sont là. Ciao. Je les ai ramenés, quoi. Franchement, bah, non, j'abuse. Non, après, je leur dis direct gros CTA. Deux lignes, une intro, un CTA énorme. Faut pas qu'ils puissent le louper. Et derrière, T'en mets voilà, ils partout. cliquent et c'est bon. Ouais. Non, mais c'est vrai en fait, j'ai fait mon passé pour t'expliquer pourquoi le X, pour moi, c'est pas du tout important. Et mais à coup pas. Hein. Mais j'ai fait mon passé dans le casino en ligne. Et dans le casino en ligne, en gros, Ouais. on faisait de l'affiliation. Et ce qui se passe, c'est que quand le gars il arrive sur ta page, ton but c'est qu'il clique sur le bouton du casino le plus rapidement possible pour sortir et que tu gagnes de l'argent, tu vois, grosso modo. Et du coup, ton but c'est de garder les gens le moins possible sur le site et d'avoir le plus de boutons partout possible pour que dès qu'ils cliquent, hop là, c'est bon, ça sort, ça va gagner de l'argent au casino. Et du coup voilà. J'ai fait beaucoup d'A/B testing. Donc, je te dis, l'UX, c'est pas mon truc, mais j'adore l'A/B test. Et à chaque fois, je fais des A/B tests pour essayer de voir quel est le bouton qui clique le plus, où est-ce qu'on va mettre le plus gros bouton possible pour que ça clique le plus fort possible. Donc voilà, pas du X, mais pas du X un peu contrôlé quand même. Je réfléchis un peu des Ouais. fois, mais pas tout le temps. C'est vrai que sur le design, on n'est pas très fort, c'est pas notre expertise globalement. Tu disais, c'est assez marrant ton parcours universitaire, je reviens dessus très rapidement. Tu as fait licence de maths, Sciences Po, et après tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu nous as dit? Événementiel. Événementiel. Pff, oh là là. Bon, on va skip la partie événementielle, non pas que je pense que c'est une mauvaise partie, mais c'est assez marrant parce que tu as fait licence de maths, c'est très analytique. Et Sciences Po, tu étais sur quelle partie de Sciences Po? C'était la partie qui était un peu. Vas-y. Ouais, c'était histoire, sciences politiques, Ouais. communication, quoi. Ouais, et du coup, une partie comme tu vois, qui est un peu orientée Mm. contenu. Et c'est assez fun que tu aies fait un truc qui soit analytique et contenu, et que tu te retrouves dans un métier qui est 50-50 aussi, tu vois. Mm. Est-ce que tu te dis, des fois, genre, ah, c'est vraiment cool que j'ai fait cette licence de maths parce que maintenant que je fais des analyses Screaming Frog, je fais de la data vis en Ngram et tout? Ou est-ce que tu te dis, genre, toutes ces études-là, c'était un peu des trucs aléatoires qui m'ont amené au SEO, mais vraiment, au final, pas intéressant? Je pense que, en fait, j'ai juste suivi tout ce que j'aimais. Et moi, je suis quelqu'un qui aime plein de choses, tu vois. J'aime bien tout tester, un petit peu de tout, tu vois. Mhm. Sans forcément me spécialiser dans quelque chose. J'adorais les maths, c'était vraiment ma matière dominante à l'époque. C'est-à-dire, c'est la seule qui m'a permis d'avoir le bac. Euh... mais voilà, ouais, j'avais toujours un peu cet esprit d'analyse. J'aime en fait qui est oui ou non, tu vois, qui est pas du potentiel. Et et j'ai toujours aimé en fait, j'ai toujours eu cet esprit très mathématicien, on va dire. Mhm. Et c'est vrai que c'est compliqué à l'époque. Tu cherches un boulot là-dedans, le SEO, t'en entendais pas trop parler. Pas du tout, alors que c'est un des plus vieux métiers du web avec développeurs. En fait, je suis tombée dessus et je me suis rendu compte que le SEO, ça matchait avec tout, quoi. Ça matchait avec tout ce que j'aimais. Donc, et c'est un métier aussi qui évolue tout le temps. J'avais besoin d'un métier qui reste pas figé dans le temps, tu vois. Genre, fallait que ça bouge. Fallait que Ouais. je me sente toujours en danger, dans le sens où
Il faut toujours que j'apprenne, j'évolue, je me forme, tu vois. Sinon, voilà. Sinon, c'était sûr à 100% que j'allais me faire chier. Ouais. Et ça matchait sur tout, quoi, en termes de personnalité, quoi. Ok, putain, c'est marrant quand même. Et au début, du coup, tu faisais beaucoup. Tu t'as fait un peu rédaction, c'était l'époque où il n'y avait pas encore l'IA. Et du coup, ça demandait aux alternants de rédiger, j'imagine. Intégration aussi, c'est les tafs. Ah, ça, c'est encore un peu les tafs ingrats du SEO, tu vois, qui sont les tafs genre manuels de cliquer, copier-coller, déposer, etc. Est-ce que tu tires des. Est-ce que tu te dis, genre, ces tafs-là et cette étape-là d'alternance, c'était une étape qui était nécessaire pour que j'arrive là où j'en suis maintenant? Ou est-ce que tu te dis, genre, bon, bah, de toute façon, quelqu'un doit le faire, c'était moi qui devais le faire à ce moment-là, tant pis, tu vois? Est-ce que tu sens que c'était une phase d'apprentissage? Est-ce que tu sens que tu as vécu ça comment? Alors, pour moi, tu es obligé de passer par ces étapes-là en masse, dans le sens où, quand tu es SO, tu vas gérer un projet, bah déjà, tu vas relire. Donc, avant qu'il y ait l'IA, je relisais le contenu des rédacteurs, parce que je rédigeais pas. C'est l'IA aussi qui m'a permis de créer Mama Booster, parce que j'ai pris la rédaction à l'intérieur, enfin, sans la déléguer. Mais avant, je relisais bah, voilà, tous les contenus des rédacteurs que je prenais en free à côté. T'as besoin en fait d'avoir écrit énormément, je pense, pour pouvoir dire à un rédacteur qui fait son métier tous les jours, lui dire non, ça va pas cette phrase, c'est pas français, etc. Enfin, tu vois, elle tourne pas de cette manière. Donc oui, sur ça m'a énormément aidé. De deux, apprendre une compétence comme écrire, c'est le truc qui te servira toute ta life. Vraiment, les pouvoirs des mots, c'est impressionnant. Pour moi, savoir écrire, c'est le premier. Je suis tellement contente de l'avoir appris, et je l'ai pas appris avec première position. Je l'ai appris parce que j'ai toujours aimé écrire en perso, que j'ai lu énormément de bouquins quand j'étais petite, que voilà, les mots pour moi ont joué, et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de développer mon marketing, ma communication, parce que j'ai justement ce pouvoir des mots. Et après, l'intégration, si t'en fais pas, moi je vois mon mec, moi j'en ai bouffé 10 ans, j'en fais encore aujourd'hui. Je peux t'intégrer X contenu par jour, lui c'est 4 fois moins. Donc en soi, tu t'apprends une vitesse d'exécution qui est complètement starbée. Moi quand je rentre en transe et je commence à bosser en mode sans réfléchir, je deviens un robot, quoi. Moi on m'appelle souvent le robot, donc. Tu sais que ton mec, il arrivera jamais à ta vitesse d'exécution. Tu vois, tu sais qu'il vérifie trop les choses, qu'il est trop carré. C'est pas possible d'être un robot. Hop là, ça fait les copier-coller dans tous les sens. Ah ouais, c'est machine. Mais c'est ça qui est bon, quoi. Moi, j'aime bien être en mode robot, des fois. Ça permet de te concentrer sur une tâche, d'arrêter, d'éteindre. Ouais, c'est bien aussi. Ouais. Purée, ouais, moi, ça fait longtemps que je suis pas passé en mode robot, c'est fatigant, là. J'aimerais bien, tu sais, tu peux écouter des podcasts et tout. Genre, les gens, ils parlent et ça te dérange pas. Et t'es pas juste en train de dire, putain, arrêtez, je dois réfléchir. Non, tu dois pas réfléchir, tu dois juste intégrer des pages, là. Hop là. Ouais, juste enchaîne, quoi. Moi, mon activité favorite, comme ça, c'est de faire des liens, acheter des liens. Oh là là, quand je suis en mode sans cerveau en train d'acheter des liens, ça, c'est vraiment le mieux. Pour se détendre le soir, tranquillement. Tu finis la journée comme ça. Les passions du SEO, quoi. Ouais, c'est ouf. Une fois, j'avais fait un tweet qui était marrant où je disais je fume du CBD en achetant des liens sur des sites de CBD. C'est comme ça qu'on se détend le soir. Énorme. Ah, purée. Et voilà. C'est marrant, t'as vu sur l'intégration, c'est cool, ça fait plaisir à entendre en vrai. Je pense aussi que c'est nécessaire et que c'est bien. Et que souvent, si tu intègres sur plein de sites différents, plein de projets différents, déjà tu vois plein d'architectures techniques et de WordPress. Un peu, je dis WordPress que moi j'ai intégré 1000 millions de pages sur des WordPress et c'était la plupart des trucs, mais tu vois plein de CMS différents, de backups différents, des configs différentes de CMS différents. Et ça t'ouvre sur genre plein de plugins, plein de possibilités en marketing, etc., etc. Et en fait, je pense que quand tu intègres en début de carrière ou même n'importe quand dans ta carrière et que tu as l'œil pour te dire genre pourquoi cette chose-là est à cet endroit-là, tu vois, à chaque fois, et tu as envie de progresser, tu as envie de comprendre la situation, tu comprends, ça te permet d'apprendre extrêmement vite parce que tu es juste dans le terrain en train de brancher, débrancher des câbles, tu vois, et tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu fais tout ça. Et ouais, je pense que c'est une très bonne étape en vrai, c'est très intéressant. Ouais, et toujours te demander comment tu peux optimiser, tu vois.
pour tout, tu vois, la compression des images, recherche des images, création de tout en fait, le maillage interne, etc. Les trucs hyper chiants, quoi. Faut pas se cacher. Moi, je dis toujours que le maillage interne, je déteste et j'adore, quoi, parce que le pouvoir est ouf, mais qu'est-ce que c'est putain de chiant. C'est impressionnant, quoi. Donc, tu découvres toujours un truc pour résoudre ton problème. Donc ça, c'est vachement cool, quoi. Hyper formateur. J'étais en discussion sur LinkedIn avec un gars qui, en fait, j'ai un rêve, comme moi aussi comme Martin Luther King, j'ai un rêve. C'est un rêve de plugin de maillage interne. Et donc, ça serait un plugin de maillage interne basé sur GPT qui nous fasse des trucs vraiment bien, tu vois, genre comme Link Whisper le fait, mais genre en mieux, tu vois, en bien. Parce que Link Whisper, il déconne sur la proximité, il fait des trucs trop calés sur les mots, etc. Faut vérifier, quoi. C'est ça. Alors que faut pas faire en auto. Un tout petit peu plus, tu vois, genre, allez, on va dire 20-30% meilleur. Je pense qu'il ferait très peu d'erreurs. Et tu le mets en auto avec basé sur GPT, ce serait monstrueux. Alors qu'il y a personne qui a fait des plugins en automatique. Il y a un gars qui m'a dit là, ce matin sur LinkedIn en DM, ouais, c'est bon, j'ai vu ton idée et tout, je me lance avec un dev, on va faire ça, t'inquiète et tout. Donc je suis impatient. C'est Kevin. Non, c'est pas Kevin. Non, si c'était le cas, j'aimerais trop. Peut-être que c'est Kevin le dev qui est associé. Ouais, Kevin, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, fais un plugin de maillage interne. Viens nous sauver. On a qu'un seul sauveur, c'est Kevin. Ouais, c'est il crée un logiciel par jour, c'est pas possible. Un SaaS par jour, le mec. Et un banger en plus. En fait, c'est ça le vrai truc. C'est genre, c'est pas un SaaS de merde, c'est genre un bête de SaaS. Tout le temps. Même l'UX, je lui dis toujours, t'es trop fort. Enfin, il est bon, ton UX, il est simple et efficace, quoi. Donc, toujours bien pensé et tout, c'est trop fort. Ouais, c'est vrai. Et il est co-dev, je crois qu'il est cofondateur sur Mansion Lab, qui est un truc qui va sortir pour faire monitoring IA fait par une agence belge qui est très forte. Et pareil, d'un point de vue UX, tellement beau, tellement efficace. Et ça, j'approuve ça. Même moi qui suis très peu sensible à la question, j'ai su reconnaître. Bah, tu vois, quand c'est simple à trouver, c'est que c'est gagnant, quoi. Ouais. Tout à l'heure, tu me disais un truc qui était intéressant. Tu disais le pouvoir des mots. C'était assez marrant, ça faisait penser un peu au dessin animé qui disait le pouvoir de l'amitié et tout. Mais je suis grave d'accord. Je pense que moi, j'ai réalisé cette année que tu pouvais faire des trucs merveilleux grâce au copywriting. Et genre le fait de savoir bien écrire avec les bons frameworks et bien vendre grosso modo à l'écrit, c'était masterclass. Tu pouvais le faire de 1000 manières différentes. C'est super fort. Enfin, ça m'a pris une claque. T'as une manière d'écrire qui est forte. T'as le bon œil pour les sujets intéressants, pour les trucs qui vont être qui vont faire kiffer les gens. À chaque fois, je me dis purée, banger par Déborah, une fois de plus. C'est quoi allez, 5 tips, 10 tips copywriting LinkedIn 5, 10, j'en demande beaucoup, mais 3 déjà si tu veux. Premier Claude. Ouais. Bien paramétré. Bien paramétré. Bon, j'ai commencé à écrire avant l'IA, tu vois. Déjà, apprendre à écrire tout seul. Ça va être le premier pour pouvoir relire, corriger et comprendre ce qui va pas. Ensuite, il y a pas de secret, mes premiers posts, ils étaient éclatés. Ça s'affine tous les jours, en fait, réellement. Bien réfléchir en amont sur tout ce dont tu vas rédiger. C'est-à-dire, moi, je me pose, je prépare tous mes posts, tu vois. La strat, elle est déjà faite, j'ai juste à faire de l'exécution. J'aime bien, en fait, avoir un moment strat et un moment d'exécution. Chercher, regarder ce qui se parle, de quoi on parle autour. Ou des fois, en fait, je vais voir des images ou des infographies en mode aucun rapport. Sur un sujet aucun rapport, je vais me dire ça en mode pour ça matcherait bien. Donc en fait, ne pas suivre que du contenu SEO, mais suivre d'autres typologies de contenu. Interroger tout simplement ses clients. Et il y a un truc que je fais, c'est que moi, chaque fois une personne m'ajoute, je lui demande t'aimerais que je parle de quoi? Tout simplement aussi. Donc j'envoie un message à tout le monde déjà pour leur demander pourquoi ils m'ont ajouté et potentiellement voir s'il y a moyen de moyenner en Mama Booster ou pas. Et dans un second temps, sinon, c'est de quoi tu veux qu'on parle, etc. Donc poser max de questions et rassembler ta communauté en établissant du lien. Je pense que ça, c'est hyper important. C'est le truc que tu fais pas au début et après, quand tu le fais, tu te dis ah ouais. En fait, ça fait la diff parce que la personne, elle va me commenter tout le temps maintenant, tu vois. Donc, hyper intéressant. Parler, mais pas qu'avec d'autres SEO. Ça va être la même manière dont tu vas faire ta veille. Et en fait,
avoir dans ton cerveau le petit truc qui va se dire ah ça fait un post, ça fait un post, ça fait un post, et au final à la fin tu penses qu'un post quoi limite, tu vois. Tu Ah, je postes, pense tout le temps, non, mais tout le temps, putain, je suis tout le temps comme ça en c'est plus. horrible. Ah ouais, c'est un délire. À chaque fois, le mieux en fait, c'est quand je suis sur un post, quand je suis sur un concept où c'est genre lifestyle, mais genre c'est un tout petit détail pro, tu vois, un rapport pro. Et là, je me dis, non, ça c'est un banger, tu vois. Genre, je sais pas, tu prends ton avion un mardi à 10h, et ouais, je suis indépendant, je peux me permettre de prendre un avion un mardi à 10h. Et là, tu sais que c'est banger, tous les entrepreneurs qui vont être là, qui vont liker. Bref, tu as des sujets comme ça, tu sais, où en fait, tu vas tabler sur Ouais, le très général et pas uniquement sur le SEO, et tu sais que ça va bien marcher. Ça fait toujours plaisir. C'est super ce que tu nous donnes comme petits tips, et je pense que c'est des bons tips. Vas-y, dis-moi. Dernier truc, T'en juste regarder les autres SEO, leurs meilleurs posts, faire la même chose à ta manière. Voilà. Classique shit. Impatient d'avoir des enfants pour faire les top posts de Déborah. Pas facile à copier le post je suis enceinte, hein. Dans un environnement où il n'y a que des mecs en concurrence, hein. Nous on est là, ouais, bon bah. Elliot, tu nous le sors quand celui-ci? On l'attend avec ses 4 posts par jour. Lui, il a prouvé que la quantité, ça payait, quoi. Ah, de ouf. Je n'arrêterai pas sur mes questions vis-à-vis de LinkedIn, pas tout de suite du moins. Tu nous as parlé d'un truc qui était intéressant aussi, t'envoyais un message directement à chaque personne qui t'ajoutait. Est-ce que tu as des... Alors moi je te dis ça, je te pose la question parce que j'ai commencé à faire des petites automations sur les ajouts auto-DM, etc. C'est toujours un peu compliqué. Enfin, en fait, encore une fois, je partais dans une explication alors que je peux faire beaucoup plus simple. Là, et hop là, framework de copywriting, enlève des mots. Est-ce que tu es commercial sur tes premiers messages? Est-ce que c'est des messages qui sont envoyés de manière automatique? Et en gros, moi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai fait un peu de messages automatiques commercial à cause du targeting et tout. J'ai l'impression que tu pourris un peu les... C'est pas ouf. Et du coup, je fais des premiers messages qui sont un peu plus larges en mode on va parler de SEO ici, tu vois. Comment est-ce que tu fais tes premiers messages et qu'est-ce que tu dis dedans généralement? Et est-ce que tu as un taux de conversion qui est OK-ish dessus? Est-ce que tu arrives à prendre des rendez-vous sur ces premiers messages? Genre, comment ça se passe? Alors en ce moment, c'est pas la folie en termes de lead. Après, réellement, j'en cherche plus. J'ai signé mon année. Donc, si j'ai des leads, c'est pour toi. Merci les beaux. Mais donc, je rentre moins dedans qu'avant, tu vois, entre guillemets. Mais je continue toujours de promouvoir mon offre. Mais le message en gros c'est salut, merci pour ton ajout entre guillemets. Pourquoi tu m'as rajouté pour discuter de SEO ou pour parce que t'es intéressé par mes offres. Si oui, je serais ravie, dans tous les cas, je serais ravie de discuter avec toi. Un truc dans le genre, tu vois. Ouais, bah du cash quoi. La violence. Ah ouais, la violence. Merci de m'avoir ajouté, c'est vraiment top. Tu veux me donner de l'argent ou? Après, je réponds à tout le monde. C'est-à-dire, il y en a plein qui me demandent. J'ai des étudiants, ils me disent ouais, je vais faire des mémoires, machin. Enfin, j'essaye de répondre à. Tu te fais spammer par les étudiants aussi. Moi, souvent, je leur dis ouais. Flemme et tout, désolé. Ouais. Enfin, après, je lui dis bah au pire, pose-moi tes questions. Si j'ai le temps, je te fais un vocal. Mais voilà quoi. Ouais, mais tu vois, ça me prend 1 minute et voilà, ça sert. Ouais, vocal, c'est une bonne idée. Hein. Mais en tout cas, j'ai beaucoup trop, et ça maintenant j'arrive à les repérer, les profils de vendeurs de liens. Je vous déteste. Je vous déteste dans mes DM de ouf. Autant dans mes DM que dans mes emails. Mais les vendeurs de liens, c'est les Indiens, non? Ouais, de partout. Surtout en Inde. Inde, Pakistan, Bangladesh. Je connais, j'étais dans des boîtes qui se faisaient targeter H24, c'était un par jour et tout. Maintenant, je les ai tous bloqués. Du coup, ils viennent plus m'ajouter, c'est bon, c'est nickel. Magnifique, il faudrait que tu me donnes la liste. La blacklist. Je la veux. À partager entre SEO français, tu la vends 200 €, banger, je pense. Oh, ligne magnet direct. Ça, c'est quelqu'un qui crée pour LinkedIn, putain. La direct, tu l'as mis en vitesse accélérée. La blacklist. Plus jamais d'email. Tu cartonnes, hein. T'as 200 commentaires en 30 secondes. Là. Ah, c'est sûr, c'est instant. Et dedans, il y a plein de gens qui essaient de me vendre des liens, tu sais. Ah, c'est carton. Ok, et donc et sur la
est-ce que ça provoque, est-ce que ce premier message, parce que moi j'ai aussi le problème sur le premier message où souvent c'est un peu, il n'a pas tant de réponses que ça en fait. Les gens ils ont un peu l'habitude du premier message automatique. Est-ce que tu as un taux de réponse qui est très fort sur ces messages-là? Est-ce que tu as un taux de réponse qui est genre normal, je sais pas, 50% ou quoi? Est-ce que tu as des premiers rendez-vous? Genre le gars il arrive direct et il te dit ouais, je veux ton offre? Ou est-ce que c'est des gens qui arrivent et qui sont en mode chill et tout? Alors, j'ai tout. Mais en général, je suis autour de 50%. Déjà, je n'automatise pas parce que moi, j'ai peur du ban. Ouais. Et LinkedIn, c'est mon canal d'acquise, donc Ouais, je comprends. doucement. J'en ai vu plein se faire bannir de ouf cette année, juste en installant l'extension Walaxy ou tu vois, une connerie dans le genre. Donc ça fait flipper. Après, je me dis que mon compte, il est quand même hyper ancien, donc ça risque moins en termes de ban et que je paye. Que je paye Ah bah moi aussi, je me dis, allez, c'est bon, on paye, ils vont pas nous bannir non plus. C'est ça. Si on force pas trop, en vrai. Ouais, c'est ça. Que je rajoute pas, moi je rajoute pas personne en masse parce que ça m'intéresse pas. Je veux vraiment avoir de la qualité, tu vois. Donc je veux que les gens viennent à moi, vraiment. Et après, oui, j'ai des personnes avec qui je fais des rendez-vous, etc. Où il y en a qui me disent, bah voilà, j'ai vu ton offre, je connais ton prix, trop cher, machin. Ok, bah au moins tu vois, c'est t'as gagné 4 heures dans ta vie, tu vois. Donc tout est mis clairement noir sur blanc. Tu peux pas dire que tu sais pas quoi. Et sinon, j'ai vraiment un peu de tout quoi. Mais tu vois, des fois, tu parles avec d'autres personnes sur LinkedIn. Je trouve il y a quand même une bonne commu SO, tu vois, dans le sens où ça discute bien entre nous, c'est assez une bonne entraide, etc. Donc c'est vachement cool, quoi. Ouais, alors ça c'est super super marrant parce que du coup moi je suis en train de migrer de plateforme. Avant j'étais quelqu'un de Twitter et j'ai zoné Twitter pendant très longtemps, tu vois, je dirais 2017-2025 grosso modo. Et je dirais que Twitter a perdu de sa valeur un peu, je sais pas, 2023, 2020, ouais, 2022-2023. À ce moment-là j'étais moins, ouais, c'est Twitter, il y avait moins de choses intéressantes, etc. Peut-être parce que j'avais déjà plus de maturité, appris beaucoup de choses et du coup j'étais intéressé par moins de choses. Peut-être juste que l'algo a changé et du coup a fait que voilà. Et je découvre LinkedIn cette année et honnêtement, très fort. Je suis assez fan. Le niveau moyen est bon, en fait, globalement. Les gens disaient toujours sur Twitter, ouais, abusez, les gens de LinkedIn, ils sont mauvais et tout. Bah non, enfin, globalement, les gens sont bons. Et après, oui, voilà. En fait, ce qui est un peu dur, c'est vrai que quand tu arrives du monde de Twitter qui est très, très direct, le copywriting LinkedIn, les gens, ça les révolte un peu. Ils sont toujours un peu en mode, oh, c'est horrible et tout. Mais c'est ce qui fait que c'est intéressant à lire et que c'est stimulant et qu'en fait, tu es dans un post et tu dis, ah ok, vas-y, tu vois. Et que tu lis un post du début à la fin. Parce qu'écrire un post, c'est pas écrire 140 caractères de tweet. Donc il y a quand même, tu vois, si tu veux apporter un peu de substance, il faut forcément passer par certains trucs. Toi, du coup, tu postes sur LinkedIn depuis 1 an. Avant ça, et c'est ton seul canal d'acquisition. Du coup, tu as 90% de ton acquisition se fait sur LinkedIn? Ouais, en majorité, enfin tous mes clients de cette année, je les ai trouvés sur LinkedIn, quoi. J'ai tout signé via LinkedIn. Ok. Et de tout, quoi. Toute taille, gros, petit, enfin voilà. Déjà, ils font tous de l'argent, mais ouais, en termes gros de... petit. Avec toi, il n'y a pas trop de petits en vrai. Bah, il y en a qui misent, hein. Qui disent allez, go, et après ils me disent ah, j'ai plus d'argent, Déborah. Ouais, bah, c'est okay, la moitié du. Salut, ça hein, signe si pour 1 an, va falloir gagner de l'argent. Faut que ça marche en 6 mois parce que sinon on peut plus te payer, mais vas-y, on mise. Ah, mais ça, ils me le disent pas avant, tu vois. Ouais. Donc maintenant, je demande toujours le chiffre d'affaires et quand je vois que c'est trop petit, je leur dis ah, non, laisse tomber. Ah ouais, putain, tu demandes le CA. C'est marrant, moi je demande pas le CA de boîte, quoi. Je devrais le faire Bah, un c'est peu vrai. plus. Pourquoi? Bah, comment tu veux évaluer ta part? Moi, je vends beaucoup le SEO qui te ramène du cash, donc il faut bien que j'ai un point de départ, tu vois. Ouais. Et il faut bien que j'ai ton Bah, objectif de CA. Mon but, c'est ouais, c'est que vrai. tu arrives à atteindre ton objectif de CA. C'est pas que tu fasses 2%, enfin, tu vois. Ouais. Toi-même, tu sais que 2%, c'est pas un objectif de CA. 2%, c'est pas de la croissance. Hein. Si la Ça bourse dépend en à moyenne combien a fait t'es. 10%, il faut que tu fasses au moins 30-40 pour faire de la croissance, monsieur. Hein. C'est ça. Donc voilà, Et, tu vois. ouais, moi, je me base pas mal sur les budgets. En fait, à chaque fois, je leur demande c'est quoi leur budget. Et je me base souvent là-dessus pour faire une propale. Très souvent, ils n'ont pas de budget. Je leur donne un prix moyen de ce que j'opère en général, histoire de mesurer le truc. Tu vois, typiquement, je leur demande ouais, est-ce que vous avez déjà pensé à un budget, etc. Soit ils me disent ouais, on attend. Et en ce moment, de plus en plus, les gens ont un budget en tête. Mais ça dépend vraiment des leads pour le coup. Ouais. Soit ils me disent non, honnêtement, on n'a pas vraiment de budget en tête. Et à ce moment-là, je leur dis bah écoute, en général, mes clients perso, tu vois, ils payent en moyenne 1500 € par mois. Est-ce que c'est un budget qui te paraît cohérent? Oui. Bon, bah ok, vas-y. Je partirai de là et je construirai autour. Je verrai ce qui est nécessaire pour vous. Peut-être ce sera moins, peut-être ce sera plus. Et voilà.
Ouais, mais donc au Euh, final, quand tu dis 1500, bah, tu pourrais Bah ouais, signer j'ai un plus, prix mais d'ancrage à 1500. Bah ouais, exactement. Ouais, Hmm. ouais, très mauvaise Alors pratique. que si tu faisais juste, c'est quoi ton chiffre d'affaires? Ok. Il te ramène combien de leads, enfin combien de leads ça te ramène à peu près le SEO à l'heure actuelle? C'est quoi ton trafic au niveau SEO? Et tu fais une petite conversion en mode, bah ok, bah si on arrive à ça, ça te ramènerait tant. Est-ce qu'on peut utiliser 10% de ton chiffre d'affaires pour le SEO alors qu'à l'heure actuelle, par exemple, ça te rapporte 50% de ton CA, tu vois? Bah oui, bah voilà, tu vois. Et là, par rapport à ça, tu te bases par rapport au chiffre d'affaires. Mais si le Ouais. mec il fait 3 millions et qu'il dépense 1500 en termes de SEO et que derrière, le SEO, ça lui rapporte 1,5 million, il y a un souci, tu vois. Il y a un, Ouais, il y ouais, a un souci de ouais, ouais. Ah budget. bah ouais, 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 c'est sûr que si t'es Il sur pourra un investir plus, quoi. e-com qui. Ouais, 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 ouais. Ouais. En fait, je suis en train de réfléchir à tous mes. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant comme mécanique, comme façon de faire. Et en fait, ouais. Ouais, faut que tu aies un plan qui soit cohérent et derrière ça se vend bien. Et après, je pense que je sais pas si mon prix à 1500 ça sert tant que ça de prix d'ancrage du coup. Je sais pas à quel point est-ce que les gens s'ancrent dedans. Et pour l'instant, ça fait quelques fois que j'ai pas refait des propals qui soient très grosses et ils me les ont Bah, abaissées. Ouais, je sais pas. bah après, tu te dis, bah, si ça commence à 1500, on peut faire quelque chose, j'aurai des résultats. Bah go, tu vois. Ouais. Mais bah, pourquoi je paierais plus? Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, si Tu t'as si vois? t'as si t'as parlé de 1500, les gens sont en mode ouais, bah écoute, Tu ouais, t'as c'est donné un prix ouais. psychologiquement, tu l'as mis, tu l'as dit, bah super, ça me va, tu vois, 1005. Mais Hmm. 1005, bah ouais, mais en fait, avec 3000, on peut vraiment faire péter le truc, tu vois, par Ouais, exemple. ouais, Donc, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. tout dépend de la boîte, du CA, de combien le SEO leur rapporte, parce qu'il y en a, ils sont même pas au courant que leur SEO, en fait, ils tournent et ils font leur chiffre d'affaires, tu vois. Non, mais il y Ouais. en a plein. Moi, j'ai signé le groupe Roman avec LinkedIn. Mhm. Ils n'ont pas de SEO en interne, ils sont un groupe marketing de 10-14 personnes. Ok, Mhm. donc pour une boîte qui fait 3-4 milliards, c'est quand même costaud, tu vois. Et le SEO, ça rapporte, c'est 50% de leur trafic, c'est une candidature sur 3 sur leur site, euh, et personne qui bosse le SEO, quoi. Donc le SEO, ça rapporte presque 1 milliard d'euros, Mhm. entre guillemets, mais il n'y a personne qui bosse le SEO. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, Ouais, c'est vrai que c'est c'est fort ouf. de cacao, quoi. Ouais. Ouais, c'est ouf. Et il y en a plein comme ça. Genre, il y en a plein en fait. T'as juste à demander, bah va sur Analytics, ça, tu vas là, non, 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 tu regardes, et tu fais quoi, combien de chiffre d'affaires, et après, c'est terminé, tu vois. Mais, et après, t'as ton argument, tu vois. Et là, tu Ah t'as ouais, sur c'est vrai ces que arguments. en fait, ça te donne une base qui est bien meilleure que moi juste avoir une estimation de budget à la volée et tout, quoi. Ça te donne une base qui est pas mal. Et ouais, moi en général, en fait, le truc c'est que, ouais, c'est intéressant. En fait, ouais, c'est ça qui est compliqué. D'un côté, t'as ce, non, je suis en pleine réflexion. C'est super Je vois intéressant parce que ça. tu sais, maintenant j'ai envie de switcher sur ce modèle-là. Mais ce que je me dis, c'est du coup, tu peux pas, comme moi je fais enfin, des R1, quoi, des premiers rendez-vous où je pose plein de questions. Mais à la rigueur, je peux leur demander le CA pendant le rendez-vous. Et en fait, je peux filtrer sur le CA, quoi. Simplement, les gens, leur demander tu fais combien de CA en avance. Et en fonction de s'ils font du CA ou pas, déjà les prendre en rendez-vous ou pas, quoi. C'est simplement. C'est une bonne idée. Hop Non, là, mais allez, je rajoute dans gagne ma du temps. to-do, c'est bon. Ouais. Vous voyez, Mais gagne aujourd'hui, du c'est temps. petit cours de la part de Déborah sur Léo directement. Qu'est-ce que je vais noter? Je vais demander le CA. Ouais, le CA en Non, mais avance. qualifie déjà. Qualifie. Qualifie, même à partir du prix, tu vois. La prestation peut commencer à partir de 1 500 € par mois, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est un budget qui... est-ce que vous avez est-ce que vous avez les moyens pour financer le budget SEO pendant un an? Enfin, réellement, je leur dis, c'est pas en gros... est-ce que je te demande pas 2 500 € en un mois, hein, je vais te le Ouais. demander 12 Mais mois. si tu Donc, devais le payer maintenant, est-ce que ça serait possible, quoi? c'est ça. Ouais. C'est pas ah oui bah, je vais investir et je vais me saigner pendant 3-4 mois et je vais te mettre une pression de ouf pour que ça rentabilise en 3-4 mois. En fait, Ouais. bah, ton secteur, attends, je le connais pas, donc je sais pas comment il va réagir. Ouais. Laisse-moi voir, quoi. Et moi, j'aime pas travailler sous la pression. Je veux un mec, pour lui, 2 500 €, c'est 4,50 € dans son porte-monnaie, tu vois. Ouais, Donc, ouais, voilà. Et ça change tout, en fait. Ça change tout de pas travailler moi j'aime pas travailler sous pression, donc ouais. Ouais. j'aime travailler en bonne entente avec mon client, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des clients qui étaient un peu sous presse, qui étaient un peu en mode genre, ouais les gars, ça arrive quand le résultat et tout, tu vois, parce que tu sens il y a plus de cash dans la banque, et c'est vrai que souvent c'est pas très agréable. Enfin, t'as beau lui dire, bah ouais là les gars, enfin, tu sais, on te l'a déjà dit le mois dernier, on savait pas trop, ça avance, on fait ce qu'on peut, mais bon, tu vois, on peut pas trop te promettre des résultats. Je peux te donner des fourchettes de quand j'estime qu'on va pouvoir espérer atteindre des chiffres X, Y ou Z, mais c'est très aléatoire, quoi. De ouf. Euh, et du coup, ouais, c'est vrai que ça fout le bordel parce qu'en fait, c'est super dur de répondre à un gars comme ça, quoi. Et tu sens qu'il est pas à l'aise, que t'es pas à l'aise et que t'es juste dans un système qui est pas très bon parce que t'es en train de lui prendre. Il mise trop sur toi, justement. En fait, le peu d'argent C'est qu'il a, ça. il est en train de tout mettre sur toi. Et toi, t'es là, genre, j'ai pas vraiment envie d'être la seule roue de secours, quoi, de la situation. Ouais. Et j'ai pas envie aussi d'être la personne qui a planté ta boîte, tu vois, parce que t'as tout misé sur moi, tu vois. Ouais, C'est pression de ouf, tu vois. En fait, il faut que t'aies les épaules pour, quoi. Donc, ouais. si t'as pas, on arrête tout de suite, tu vois. Moi, j'engage 12 mois, mais si la personne, elle me dit, j'ai plus l'argent, on arrête, je dis, ok. Bah, Je de vais toute pas façon, tu vas couler ta faire boîte. quoi? Donc, Ouais, bah ouais, ouais. c'est ça. Bah, je sais pas, il y en a qui pourraient. Tu signes un contrat avec moi d'engagement 12 mois. Hein. En soi, mon contrat, il est bétonné parce que chaque fois que je refais signer mon contrat, je le revois, je le repasse, Ouais. je regarde s'il y a un flou, entre guillemets, ou un truc qui s'est passé, comment je peux l'améliorer, etc. Donc, il est bétonné, ça veut dire que je pourrais t'attaquer en justice et dire, bah, en fait, t'as signé, quoi. Et toutes les conditions sont là, je pourrais te demander la totalité de la prestation qui reste. Mais non, enfin, je fais un avenant, on arrête le contrat, c'est terminé. Enfin, je suis pas là pour rendre personne n'est en prison avec moi. Ouais. J'ai... La provocatrice de banqueroute. Ah, mais c'est ça. Mais moi, j'ai déjà vu dans les agences, hein, ils te mettent en prison, entre guillemets, certaines agences. Donc, euh, si enfin, c'est écrit en tout petit que si tu envoies pas un recommandé sous 3 mois avant et X jours, entre 3 mois et 4 mois, et ben, pour arrêter l'année, elle va recommencer. C'est bon. Donc, Ah, tu vas c'est de arrêter, ok, ouf. on arrête, quoi. Ouais, C'est j'ai de vu ça. ouf. C'est tellement. En fait, je trouve ça tellement horrible parce que. De ouf. Enfin, tu sais, c'était la première fois que je suis indépendant, que je découvre ce monde-là et le business inter-entreprise, assez simplement. Même le monde du B2B, tu vois, c'était un monde que je connaissais pas. J'étais vraiment en mode, on a nos sites et ça tourne tout seul. Et du coup, je découvre un peu le monde du B2B. Et ce qui est assez marrant, c'est genre, en fait, tout ça marche globalement sur un système de bonne entente, tu vois. Au début, Ouais. j'ai mis très longtemps avant de faire mes premiers contrats parce que c'est quand la première personne m'a demandé est-ce que tu peux me faire un contrat, je lui ai dit oui, je peux te faire un contrat et j'ai fait un contrat, tu vois. Mais en gros, avant ça, j'avais jamais fait de contrat parce que les gens, tu disais bah on commence, bah ouais on commence et voilà, tu commençais à être payé, tu commençais à travailler et tu sais c'était juste symboliquement des gens qui disaient on est d'accord pour travailler ensemble et ça roule. Et quand j'ai découvert, et en fait après tu sais il y a tout le système des contrats et en fait tu peux faire des accords que tu bétonnes et après tu as des prérequis et non faut faire ça et en fait tu étais d'accord pour faire ça au début mais comme tu as signé le contrat boum ça marche plus maintenant, etc. Et du coup c'est un truc où je me suis dit souvent purée mais c'est pas cool quand même, tu vois, d'être là et le gars il est en confiance et tout et tu sais t'as écrit en petit dans ton contrat que le renouvellement c'est un truc précis et tout et de les forcer à payer jusqu'au bout alors que tu vois qu'ils sont pas bien et bon bah voilà peut-être que t'es pas bien non plus et je comprends mais enfin, je sais pas, c'est un partenariat, tu vois. La personne, elle te donne de l'argent pour que tu travailles pour elle, mais à un moment, si elle veut plus le faire ou que tu veux plus le faire, on peut arrêter, quoi. C'est ok. Même s'il y a des défauts, c'est bien. Ok, on finit le mois, tu vois. Il y a des choses, je peux comprendre. Genre, on finit le mois, bon, ça va, tu vois. Le truc qui a commencé, on a commencé à travailler pour toi, t'es prévu dans le truc. Mais de dire après, ouais, enfin, tu vois. Il y a des fois, ça me rend un peu ouf. Même si je Ça... comprends, l'engagement, en fait, l'engagement 12 mois, c'est intéressant en SEO parce qu'il y a quand même un côté où nos résultats, ils mettent une plombe à arriver. Donc, si symboliquement, la personne, elle est prête à s'engager pour 12 mois, c'est que c'est un bon partenaire parce qu'il est prêt à attendre, tu vois, plus ou moins 6, 8, 12 mois avant d'avoir des résultats. Et du coup, je trouve que c'est bien moi ce que je fais c'est que je le dis généralement tu vois j'estime que voilà on va partir sur un engagement d'au moins 6 mois 12 mois etc ça juste histoire que la personne elle se projette dans cette direction là mais après dans l'application bah si tu commences à partir en mode avocat et tribunal et tout quel enfer c'est ça. quel enfer. Moi Est-ce je que tu te as déjà dis eu des vas-y ouais, moi mon but c'est zéro charge mentale. J'en ai ouais déjà assez au quotidien, enfin je vais pas me rajouter, il y a un client qui est pas content, ciao, enfin on arrête, on continue pas quoi. En général ouais. ça arrive parce qu'ils ont pas d'argent, mais ça arrive pas parce qu'ils sont pas contents quoi. Est-ce que tu as des problèmes est-ce que tu as eu des mauvais clients? Est-ce qu'il y a des fois où tu as eu des clients où tu t'es dit ah putain ça c'était vraiment un mauvais client, j'ai pas bien fait les choses ou il a pas bien fait les choses, il était horrible, il m'appelle le week-end et il Alors me moi casse j'ai les un reins pour putain des de trucs radar relous. à connard. Ah ouais. T'arrives à anticiper direct. Direct, je le sens tout de suite, ouais. C'est un truc de ouf. Et je dis non direct, hein.
Ah Je dis ouais. non direct, ouais. C'est direct, je sens. Enfin, Ouais. tu vois, la Tu vois personne red qui dit flag tout de salut, suite. j'ai ça sur mon site, ça m'arrivait ce matin. Ça, c'est direct relou. Ouais. Ciao. Ouais. Donc, non. Non en free, mais oui en agence, quoi. Ah ouais, ouais. Quand Parce que il y a un commercial qui les vendait pour toi et que toi tu devais gérer, ouais, là il y a du monde, hein, c'est relou. c'est différent, ouais. C'est différent. Ok, ok, ok. Ouais, après quand t'as pu choisir tes clients, t'as eu l'avantage. Est-ce que Ah t'as ouais. des gros succès en SEO ou des thématiques qui sont vraiment tes thématiques favorites? En fait, moi, j'aime tout. Ça veut Ouais. dire, j'ai pas de préférence en termes de thématique. Il y a des sujets perso que j'ai plus kiffé. Genre, tu me dis, on fait un site sur le CrossFit, je te dis, bah, go, tu vois. Mais derrière, en fait, j'aime bien ce côté-là du SEO, dans le sens où t'apprends sur tout, quoi. Parce que quand tu vas rédiger, moi, je rédige 110 contenus sur un sujet. Je peux dire que le sujet, à la fin, au début, je le connais, mais à la fin, je le connais par cœur, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est ça que je kiffe. Et ça me permet d'apprendre plein de secteurs que je connaissais pas du tout, que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Et ça, c'est cool. C'est ça que j'aime sur le SEO. C'est quoi ta meilleure découverte de secteur? Le secteur dont t'es tombé amoureux? Je sais pas, j'ai pas vraiment Ouais, d'amour ok, de ok. ouf, hein. Ouais. Toi, C'est c'est marrant que quoi? je pose C'est cette. Casino? Bah moi j'ai fait longtemps du casino donc je connais très bien et je suis CBD aussi c'est un secteur que j'aime particulièrement. C'est les deux secteurs ouais. C'est primo T'aimes la parce que c'est très concurrence. compétitif. Ouais c'est ça exactement et secondo parce que casino ça a été un secteur dans lequel j'ai tellement travaillé que je le connais par cœur. Il y a peu de gens qui le connaissent aussi bien et CBD ouais je suis un consommateur de CBD donc forcément bon bah voilà je me suis retrouvé dans le bain. Plus j'ai fait de l'affiliation, j'ai fait du YouTube sur du CBD, j'ai fait plein de trucs sur du CBD et du coup quand je parle avec des gens, je connais tous les acteurs du milieu, c'est intéressant, j'aime bien le milieu, donc Ça, ça c'est matche ouf. bien. Mais quand je pose cette question, j'ai des dingueries des fois. Il y a un gars, il m'a dit, je suis fan des trucs genre, des trucs super nichés en B2B. Genre, un fabricant de trombones, ça c'est mon truc, tu vois. J'étais là genre, quoi? Mais Un après, c'est revendeur hyper de simple en palettes, termes un de SEO. grossiste de palettes, parfait, allez. Mais après, ouais, enfin, moi, je réfléchis toujours en contenu. Je me dis, putain, en termes de strat, t'as vite fait le tour, quoi. Ouais, Mais j'aime bien, ouais, c'est vrai que ça, je peux comprendre ce délire, tu vois, à ouais, 100%. ouais, 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 Ce de ouf. délire ultra Ouais, niche, y a personne dessus, enfin, ouais, t'arrives, tac, enfin, je kiffe bien, tu vois. Et je me dis, il y a vraiment des business pour tout, c'est un truc de ouais. ouf, tu vois. Ah, je C'est suis d'accord aussi. impressionnant. Et C'est ça, un truc c'est trop un kiff, hein. qui m'a fait kiffer en rencontrant plein de gens qui gèrent des business dans plein de trucs différents. Tu te rends compte qu'il y a vraiment tout. Il y a tout qui existe, tu Ouais, vois. Et il y a des trucs que tu penses pas que c'est un gros business, mais t'inquiète que c'est des business de ouf. monstrueux. Tu sais, on en parlait tout à l'heure. Il y a un business que j'ai découvert qui est un business de fou furieux, c'est installation de véranda et de pergola, tu vois. C'est genre un truc, tout le monde rêve d'avoir une pergola ou une véranda, etc. La concurrence est énorme, le prix d'une pergola c'est genre 20 000 C'est hyper balles. cher, ouais. C'est ah ouais, et tout le monde fait de la lead gen en SEO. C'est genre la pratique numéro un parce qu'à mon avis en SEO il y a 2-3 gars qui doivent avoir bombardé, ça doit être 100 euros le clic. Et Ouais, de franchement ouf. c'est masterclass, c'est trop intéressant. Et quand tu tombes sur des secteurs comme ça, t'es là genre ok. Et tu sais c'est trop marrant parce que j'arrive dans le secteur, je fais mes études, hop là je regarde les trucs et je vois il y en a un qui casse le secteur en deux. Donc tu vois c'est Gustave Rideau, ils sont au top du top sur l'installation de pergola et compagnie et abri de piscine. Et genre ils font 200 000 de traf, la valeur du trafic c'est indécent. Euh, et à chaque fois que je rencontre quelqu'un dans le secteur, je dis ah ouais putain mais je regardais Gustave Rideau il y a pas longtemps, il dit oh Gustave Rideau ils sont trop forts, oh là là c'est trop marrant. Et du coup tu rentres dans un nouveau microcosme, d'un nouveau cercle de tous les gens qui connaissent Gustave Rideau et les admirent de loin, tu sais c'est trop marrant quoi. C'est énorme. C'est énorme. Mais oui, bah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Après, il y en a qui sont arrivés avant tout le monde et qui ont su choper le traf avant tout le monde. Il y a ça qui joue de ouf, hein. Ah ouais, il y en a, c'est les braqueurs d'industrie. Tu sais, ils sont arrivés, ils étaient là Ouais. en 2015, hop là, ils ont déjà bouffé tout le traf et le truc qui tourne à mort. Et tu sais, c'est trop marrant parce que les gens en interne dans cette boîte, ils considèrent pas que le SEO, tu sais, ils sont ah ouais, le SEO on l'a fait en 2015, ouais, depuis on casse tout. Et genre ils se rendent pas compte que genre avoir leur traf et être le numéro 1 à ce point-là, c'est genre super difficile Ouais. maintenant. Juste comme ils ont l'ancienneté, ils sont là genre hop là, pépère le SEO. Et juste t'es leur concurrent, t'es là en train de te battre et tout, alors que vas-y, eux, ils ont rien fait du tout, c'était du beurre parce qu'ils Ouais. étaient premiers sur C'est le web ça. quoi. C'est ça de ouf. Et Purée, ouais. ça joue grave sur plein de secteurs. Et il y a plein de secteurs aussi qui vont s'ouvrir ou qui vont grossir. Je Mhm. pense à l'avenir et tout, avec les nouveaux métiers, l'IA et tout, Mhm. qui pètent pas à l'heure actuelle, tu vois. C'est, Mhm. faut trouver, quoi.
Ça peut être Ouais, un nouvelle branche SEO, des nicheurs de des nicheurs de métier potentiels. de marché d'océan bleu, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, c'est une grosse fangirl de l'IA, quoi, j'ai l'impression, et ça fait plaisir à Ouais, voir. Grosse utilisatrice de Claude, et là, on de a voilà, ouf. le cœur ensemble là-dessus. Euh, pour toi, c'est quoi les grosses forces de Claude? Pourquoi Claude plus que ChatGPT? Enfin, alors ChatGPT, alors il y a pas si longtemps, je te disais vraiment Claude 100%. Là, il varie. Il y a vraiment, j'ai une utilisation très spécifique pour ChatGPT, une utilisation très spécifique pour Claude. Mais Claude, en termes de rédactionnel, je trouve que il a une âme quand il écrit. Je sais pas comment t'expliquer, C'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. il est impressionnant en fait. T'as pas besoin de m'expliquer, je le ressens, je suis d'accord avec toi. Claude. Euh, mais c'est impressionnant. Quand tu passes de, t'as rédigé une tonne de contenu sur ChatGPT à ton premier contenu sur Claude, t'es en mode waouh, c'est un truc de ouf quoi. Il est impressionnant. Mais ouais, il est vraiment fort. Moi, je lui dis des fois sur des posts LinkedIn, mets-moi de l'âme et du cœur. Enfin, quand j'écris un post hyper storytelling, je lui Ouais, dis mais vraiment de l'émotion. Je veux que tu fasses pleurer quoi. ouais. Et ça marche de ouf. Parce qu'après, il me fait l'avant, l'après. T'es trop fort, quoi. Les punchlines qu'il me sort, les trucs comme ça qu'il me sort, il est vraiment très bon, quoi. Il a une finesse au niveau de la rédactionnelle qui est très, très bon. Il s'adapte à tout, tu vois. Il peut être aussi très corporate, très simple, comme vraiment trouver les bons mots pour plein de choses, quoi. C'est ça que j'aime chez Claude. Après, j'utilise vraiment que pour la rédaction. Ça va être vraiment... C'est-à-dire, si je dois poser une question longue traîne, ça va être vraiment du chat GPT, etc., les trucs aucun rapport. Mais vraiment, c'est uniquement de la rédaction et de la relecture. Ouais. Ouais, c'est grave intéressant ce que tu dis. Moi aussi, j'ai la même réflexe. Quand je dois produire du contenu ou produire du code, Claude, direct. Et si je dois, moi, rechercher de l'information, ou que quelqu'un me fasse un petit programme ou un petit truc rapide, tu vois, genre un petit tableau et tout, hop là, ça c'est ChatGPT par contre. Ouais. Et les Ouais, images, ChatGPT les évidemment, petites quoi. tâches rapides Ouais, les petits du trucs rapides. quotidien. Ouais. Ouais, ton Purée, TLDV, tac, transcription de ton email, des trucs comme ça. ah ouais, très Ouais, fort. Putain, j'ai vu que tu es une fervente utilisatrice de TLDV aussi, ça m'a fait chaud au ouais, cœur. j'aime trop. Oh là 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 là. Et on est équipé comme jamais. Franchement, moi je me Ah dis, ouais, entreprendre maintenant en 2025, franchement, les tâches c'est sales, royal. tu m'as mis 10 ans en arrière, mais je peux pas être commercial, tu vois, c'est Ah impossible. ouais. Tu dois prendre des notes et tout, c'est un enfer. Là, t'es LDV, Claude. Ah ouais, mais je sais pas, c'était cette semaine, là, ChatGPT, il était down. Oh, j'étais comme ça, quoi. J'ai fait, mais comment je fais? Enfin, ma vie s'arrête. Enfin, et je trouve Claude, il est nul sur ces petites tâches, tu vois, rapides. Des fois, il comprend à travers. Il est là, il part en Ouais, steak et tout. de ouf. Mais en fait, non, je t'ai posé une question. ChatGPT comprend direct quand, tu sais, moi, je leur ai écrit des trucs rapides, je leur ai écrit une phrase, je vais pas faire un méga prompt. Et Claude, il aime les méga prompts, tu vois. Il a Ouais. besoin de beaucoup de contexte, de structuration, je veux un format comme ça, etc. Ok. Pour ça, mais ChatGPT, pour du rapide, il comprend beaucoup mieux. Je trouve qu'il pige plus vite. Et ouais, c'était trop dur, quoi. Une journée sur Ouais. ChatGPT. Là Ah, encore, il bug un petit peu, mais. j'ai mes consultants dans le Slack, ils m'ont envoyé un message en général. Hop là, chômage technique, GPT down, c'est bon, c'est mort, Léo. J'étais déjà couché, on arrête de travailler, bisous et tout. Je dis, non, Ouais, les gars. avant, il n'y a plus Internet, maintenant, c'était Ouais. ChatGPT, quoi. Ah, c'est ça. J'ai même eu des clients qui m'envoient dans le Slack. Ouais, ChatGPT, ça marche pas, ça marche chez vous et tout. Non, non, ça marche nulle part. Ah ouais, mais Oh, on retrouve à putain. l'âge de pierre, quoi. Alors qu'on a tout fait sans. Après, je trouve que c'est important de savoir faire sans, Mhm. mais quand on s'habitue à faire avec, en fait, on voit le temps qu'on gagne, l'efficacité, que c'est mieux fait. Enfin, il n'y a pas de secret, quoi. Pourquoi tu vas pas Ouais. penser le truc pour toutes les tâches qui te saoulent et te prennent du temps, quoi. Bah ouais, de ouf. Non, je suis grave d'accord avec ça. Et je pense. Alors, moi, c'est marrant, je suis un peu dans une posture qui est un peu particulière vis-à-vis du contenu, parce que j'ai jamais écrit du contenu. Et j'ai mis très longtemps avant de considérer que c'était quelque chose d'important, tu vois. Genre pendant très longtemps, pendant peut-être 2 ans de SEO, peut-être pas 2 ans, allez, un an et demi. Un an et demi de SEO, je me disais le contenu, ça sert à rien. Le contenu, c'est juste pour mettre des mots. Et c'est genre pour les occurrences, tu vois. Les occurrences de mots-clés. C'est vraiment ce genre de SEO pendant 2 ans. Après, je travaillais chez Très Cdiscount bien. à l'époque. Et le contenu, tu n'en as pas besoin quand tu es sur un Ouais. domaine comme ça. Et au début du casino, malheureusement, on m'a trop éduqué au lien et pas assez au contenu. Et du coup, ça m'a pris une plombe avant de dire
ok, le contenu c'est important et comment est-ce qu'on fait un bon contenu. Et ensuite de me creuser la tête comment on fait un bon contenu, alors que j'avais jamais rédigé, j'avais jamais, en plus, tu sais, c'est un peu difficile de faire ça, quoi. Et je posais la question à tout le monde, tu sais, c'est quoi un bon contenu, tu vois. Et à chaque fois, les réponses étaient un peu différentes et c'était marrant. Et je vais te poser la question maintenant, d'après toi, Déborah, c'est quoi un bon contenu en SEO? Pour moi, c'est un contenu complet, hyper complet, qui répond à tout le monde. Ça veut dire, il y a tout le monde qui va... Parce que quand tu as une requête, tu as des intentions, tu as des micro-intentions, tu vas avoir des micro-intentions. Le but, c'est que tu aies répondu à tout le monde. Ça veut dire, il faut qu'ils trouvent leur réponse quelque part dans le contenu, qu'importe leur demande. Pour moi, déjà, ça, c'est un bon contenu. Et c'est un contenu qui va avoir aussi sa patte. Sa patte en termes de rédactionnel, qui va avoir vraiment un style. Après, ça dépend, tu vois. Des gros groupes ou quoi que ce soit, ils peuvent pas se permettre. Mais des plus petites boîtes, etc., ça va être cool de pouvoir développer un vrai style au niveau rédactionnel qui va te permettre de garder ton utilisateur un peu plus longtemps sur ta page et qui va te permettre de vendre. Et c'est un contenu qui est court. En fait, moi, j'aime bien rédiger mes contenus de la même manière que je rédige mes posts LinkedIn, en plus long, tu vois. Ouais. Je veux qu'en fait, tu arrives à le lire rapidement, que quand tu le vois, tu dis « Ah, putain, je me barre. Je vois des blocs comme ça de texte, tu vois. Salut, enfin... » Donc, un contenu qui se lit facilement, qui répond à tout, complet et qui est agréable à lire. Ok, stylé. Bah écoute, merci de ce récap. C'est un bon récap. J'aime bien ce récap. Je la garderai, on fera un clip de ça et on mettra ça en cours dans toutes les écoles SEO. C'est quoi un bon contenu selon vous, Déborah? Ah là là, parfait. Bah écoute, Déborah, ça fait déjà plus d'1h20 qu'on parle ensemble tous les deux. Je suis arrivé à la fin de mes questions et tu as des clients qui doivent commencer à attendre des livrables de ton côté. Donc, si jamais, je te laisse le mot de la fin, Déborah. Et c'était un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Grave, c'était vraiment trop bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente. J'ai pas vraiment de mot de la fin. Si vous voulez me voir ou discuter avec moi, je suis hyper ouverte. Donc, n'hésitez pas à venir me parler sur LinkedIn au nom de Déborah Achour. Et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Bah, parfait. On mettra ton LinkedIn directement dans la description. Comme ça, les gens pourront aller se connecter avec toi. Magnifique. Merci, Déborah. C'était un plaisir. Merci, Léo. Salut. Salut.